créatrice de contenu avec un K, elle est aussi guitariste-chanteuse. Elle dresse autant les titans sur Twitch que les chiens dans son autre activité qui est l'éducation canine. On reçoit aujourd'hui Claire Stream. Salut le K. Comment ça va, Claire? Ça va. Ça va bien? Oui, ça me fait plaisir d'être avec toi. Ouais. Après tout ce temps. Après 2 ans. Ouais. Déjà. 2 ans qu'on a fêté il n'y a pas longtemps ensemble sur Twitch. Ah bon? Mm. C'est coupé ça au montage. Yes. L'enfer. Toi, ton parcours de vie, on va revenir un peu à la base, il y a longtemps. Petite Claire. Petite Claire, c'est qui Petite Claire? Petite, dans quel Petite, sens que je voulais faire? De enfant? quel village, enfant? Enfant. Tu viens de quelle région? Moi, je viens du Pourquoi Pays tu as un Basque. accent du Sud alors que tu habites en parce que Suisse? je viens du Pays Basque. Ok. Mais oui, la petite Claire, à la base, elle vient du Pays Basque. Et j'y ai vécu 22 ans. Ok. Et j'ai déménagé en Suisse à mes 22 ans, mais j'étais jamais partie avant. Du Pays Basque? Jamais. Non, j'avais jamais déménagé avant. Et puis j'ai atterri en Suisse il y a 6 ans maintenant. Pourquoi tu as déménagé en Suisse? Parce qu'à la base, j'avais mon ex-compagnon qui avait une opportunité de travail. Ok. Et ça permettait aussi pour moi d'avoir un accès plus facile au milieu du chien. Parce qu'en France, pour vivre que de l'éducation canine, c'est un peu compliqué. Et en Suisse, il y a déjà un peu plus de, on va dire, de demande. Et du coup, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Plus de gens aussi qui ont besoin de services de balade parce que nos semaines de travail sont très longues quand même par rapport à la France. On est à peu près sur du 42 heures, 43 heures en moyenne de travail. Du coup, les gens n'ont pas forcément le temps d'aller promener leur chien ou comme ça. Même si en France, ça, c'est aussi un peu le cas, mais du 10 heures de travail dans une journée par rapport à du 7 heures, pour un chien, ça change. Bien sûr. Et la clientèle est plus à même de pouvoir se payer ce genre de service aussi dans plus de régions en Suisse que par rapport en France. Donc la Suisse, c'était un peu une belle opportunité. C'était l'opportunité. Après, de moi-même, j'y serais pas partie toute seule. Je me serais jamais dit « Oh, j'ai envie d'aller vivre en Suisse toute seule. » C'était vraiment parce qu'à cette époque-là, mon ex-compagnon, on est restés en plus très longtemps ensemble. Donc c'était un projet de vie qu'on avait en commun après plusieurs années. Voilà. Ok. Donc premier contact avec la Suisse, ça a été... Premier contact avec la Suisse. Pas par amour, mais via une relation. Via une relation. Et honnêtement, même si aujourd'hui cette relation n'est plus actuelle, je regrette, mais pas du tout. Et je suis restée quand même. Elle t'est venue comment ta passion pour les chiens? Ma passion pour les chiens, ça remonte. Les étoiles dans les yeux. C'est quand j'étais enfant. Mon père avait un frère, mon oncle, qui est décédé depuis, avait un élevage de chiens. Et il faisait un peu du multirace, que maintenant, dans le milieu, on considère comme quelque chose de pas bien, le multirace. C'est vraiment... tu produis un peu la race un peu à la mode, etc. Donc, tu t'y connais peut-être moins bien qu'un éleveur qui va faire qu'une seule race spécifique. Et en fait, donc déjà, j'ai commencé à être dans le milieu du chien déjà par ce biais-là, en y allant de temps en temps. Il avait un élevage dans les Landes. T'étais jeune à ce moment-là? Je m'en souviens quasiment pas. Donc, j'avais 5-6 ans, un truc comme ça. Et puis j'avais aussi une passion pour les animaux en général. C'est que tous les week-ends, ma grand-mère m'amenait dans un reptilarium parce que je voulais absolument prendre le serpent autour du cou à la fin du parcours. Tu vois, c'était vraiment, je courais tout le reptilarium pour aller prendre ce serpent et me le mettre autour du cou. Et c'est toujours été tous les animaux. Puis je passais aussi je partais à la pêche avec des nasses et attraper des goujons dans des ruisseaux, ramener des goujons et pleurer parce que 2 heures après ils sont morts. J'ai toujours été les animaux. Puis mon père avait une chienne de chasse et je passais des heures et des heures et des heures quand j'étais là-bas, vu que mes parents étaient séparés, j'étais en garde alternée. Et des heures quand j'étais chez ma grand-mère à l'entraîner, je sais pas comment, et puis elle m'écoutait en plus, c'est ça le pire, j'étais gamine. T'avais déjà un petit don pour une fibre, peut-être, c'est peut-être aussi ce qui fait que je fais ce métier-là aujourd'hui. Donc, et puis j'ai toujours eu ce truc dans le chien, mais en réalité, quand on réfléchit, quand tu veux travailler avec les chiens, à part vétérinaire, tout ça, tu connais pas les métiers dans le milieu du chien, tu vois, genre tu n'y penses pas. Vous ne savez pas, à part vétérinaire, il n'y a pas... Si tu ne travailles pas, tu n'y penses pas. Et encore, faut savoir comprendre que c'est un métier quand tu es enfant et qu'on te demande
Même à 15 ans, quand on demande, t'arrives en 3e au collège, on me dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie à 15 ans. Tu t'en sais rien. Tu sais même pas que les ou alors éleveurs, tu le sais déjà et tant mieux. depuis que t'es né, tu sais ce que tu veux faire dans ta vie, ou alors tu t'en sais rien parce que t'es adolescent et que tu penses à autre chose. C'est ça, et du coup quand j'ai eu justement 15 ans, 14-15 ans, j'avais toujours cette idée du monde du chien qui m'intéressait. Et je voulais déjà un malinois à cette époque-là. Et en fait, un jour, mais tout bêtement, je suis partie chez mon médecin traitant pour toute autre chose. Et je lui explique, parce qu'il me demande du coup comment ça se passe pour la suite, qu'est-ce que tu aimerais faire. Et je lui confie que j'aimerais travailler avec les chiens et tout. Et puis lui m'explique qu'il existe des clubs d'éducation canine, mais je ne savais même pas, moi. Dans la région, il me dit oui, il y a des gens qui s'entraînent tous les temps de temps, je les vois entraîner des malinois, machin. En vrai, va voir. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, ça a commencé comme ça. Je suis allée au bord du terrain un samedi matin, quand j'avais 15 ans, je prenais mon scooter là, et j'allais et je passais des heures. Ouais, c'est 14 ans en France, tu sais. À l'époque, c'était les scooters, les MBK là. Et les MBK Spirit. Et du coup, je partais et je restais des heures à regarder ces gars entraîner des malinois au bord du terrain. Et vu qu'après, ça s'est répété plusieurs fois, à un moment donné, les gars se sont dit, on va peut-être aller la voir en mode qu'est-ce qu'elle veut celle-là, ça fait des semaines qu'elle traîne sur. Et du coup, un jour, ils sont venus me voir en me disant ça te dit de passer de l'autre côté pour voir qu'on t'explique et tout. Et c'est comme ça, en fait. J'ai été accueillie par 3 gars, dont le président de club, un ancien policier municipal aussi, qui faisait son entraînement pour son chien, et un homme d'attaque, donc la personne qui met le costume, tu sais. Et du coup, de fil en aiguille, je leur demandais, mais tu vois, là, je vois l'exercice fini, mais comment tu fais à la base pour arriver à un tel résultat, machin, tu vois, c'était tout le débourrage, en fait. Bien sûr, Et à force de recevoir des chiots, etc., je finissais par comprendre. Puis au début, quand tu découvres une activité, souvent, t'es passionné, t'as envie de tout savoir. J'étais curieuse, mais de dingue, parce que c'est un milieu que je connaissais pas, et j'avais cette curiosité de comprendre l'animal, de comprendre comment le chien pouvait réagir comme ça. C'était pour moi, il fallait que je comprenne. Et puis en fait, au final, il s'est passé 1 an et demi, donc j'ai continué comme ça. Je suis allée au lycée hôtelier, j'ai fait ma scolarité bac techno. Donc t'as pas décidé de directement aller vers une voie vétérinaire ou vers les chiens directement? Pas du tout, parce que c'était comme si l'idée venait un peu d'émerger à l'âge où on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, tu vois. Tu t'es pas dit je veux travailler avec les chiens directement? Non, à la base, j'étais intéressée par le tourisme. À la base, pour être guide-interprète touristique. C'était ma première idée pour aller au lycée hôtelier. Et en réalité, c'était plutôt, il fallait que je fasse comme mon frère. C'était ça. C'était, il fallait que je fasse la même voie que lui. Pour toi ou pour tes parents? Pour moi. Toi, c'est la voie que tu voulais suivre, quoi? Non. Mais c'est ce que je croyais par rapport à certains, tu sais, faits, etc. Et du coup, psychologiquement, voilà, c'est automatiquement ce qui m'a amené à suivre ce que le bourreau a fait, tu vois, pour suivre le même parcours, parce que ça a été tout le temps quelqu'un de tellement valorisé par rapport à moi, que du coup, tu sais, il y avait un peu ce truc quand t'as 15 ans de... pas les armes, tout le monde le voit comme le Messie, donc moi, je veux faire pareil, quoi. Bien sûr. Pour lui ressembler et pour... mais bon, au final, c'est pas passé comme ça. Mais voilà. Et puis, du coup, je suis quand même fait ma scolarité au lycée hôtelier où j'ai découvre le service, en fait, que j'ai bien aimé. Et du coup, mes saisons, mes stages, etc., je faisais en service. Et après, je continuais quand même à aller au terrain où j'avais commencé à aller quand j'avais 15 ans. Et un jour, un des membres du club m'appelle, d'où la ref du nom de Mindy. Elle a une ref, chienne. Un des membres du club m'appelle en m'expliquant que le président est décédé brutalement d'un cancer généralisé. 2 semaines avant, on était en entraînement. 2 semaines après, il est décédé. Dingue. Et du coup, son chien, à lui, s'appelait Mendy. Et du coup, vu que c'est lui qui m'a lancé dans le milieu du chien, donc le chien ensuite, lui, a été placé en Espagne dans un autre club, chien de concours, etc. Une fois que j'avais estimé après son décès, etc., je me suis dit, ça fait quand même quelques années maintenant que je suis dans ce club, etc., je pense avoir eu, entre guillemets, assez de connaissances, même si maintenant, avec le recul, non, évidemment. Je pense qu'on n'a jamais assez. Ouais, et puis j'en avais clairement pas assez, mais quand même, pour prendre mon propre chien et pouvoir aller, du coup, moi aussi, à mon tour, dans un autre club. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Et pouvoir avoir, du coup, mon chien et pouvoir aller dans un autre club pour
redresser. Pour et encore continuer non, je dis une l'apprentissage. bêtise, elle a 8 ans, j'avais 20 ans. T'avais 20 ans, ouais. Okay. Entre-temps, j'ai fait de la musique. J'ai arrêté un an. On y reviendra mais, après. Tu vois, j'ai eu plusieurs vies. Ouais, donc, je sais. Voilà. Là, on est sur les chiens. J'ai fait un an de musique, c'est pour ça que pendant un an, entre mon bac et ça, il s'est passé. Voilà. Et du coup, à mes 20 ans, je décide du coup de prendre mon premier Malinois et d'aller moi aussi à mon tour dans un nouveau club, vu que le club, le président a été décédé, le club a un peu éclaté. Le club a fermé après. Non, mais il n'avait pas été repris en continuité de ring. Enfin, la nouvelle équipe a mis du temps à se mettre en place, etc. Et du coup, après, j'étais avec Mindy. Je rentrais aussi en police à ce moment-là. Ouais. Et du coup, en parallèle, je faisais une formation de maître chien en sécurité avec elle, plus chienne concours ring. Conductrice de chienne concours, en plus dans un nouveau club, du coup. Et ça a commencé un peu comme ça. Et après, lycée hôtelier, du coup, je m'étais dit, voilà, je veux bosser avec les chiens. Je sais toujours pas dans quelle branche existe, mais le côté maître chien, police, etc., ça m'intéresse. C'est d'où ma voie dans la police à la base. Donc de base, c'est pour ça que tu es en train de dire, tu voulais être maître chien dans la police. Oui, exactement. Et après, de fil en aiguille, j'ai découvert l'éducation canine familiale. J'ai découvert aussi la restriction pour les postes de maître chien dans la police. Si t'es une femme, si t'es pas pistonné, si t'as pas déjà passé 20 ans dans les cités à Paris, avant peut-être un jour d'avoir un poste de maître chien. Ok, donc c'est compliqué de devenir maître chien dans la police. Dans la police, alors après, j'ai peut-être pas été bien aiguillée. Enfin, je peux pas assurer de source sûre de ce que je dis là actuellement. Mais entre le peu de postes qui s'ouvrent, ça c'est une certitude. Le fait que tu dois être quand même plusieurs années sur Paris dans un poste vraiment attitré, quitte parfois à être bloqué aussi par un service pendant tant d'années, avant de pouvoir prétendre à faire une mutation. Et j'aimais pas autant la police que j'aimais les chiens. D'accord. Et j'étais pas prête à faire toutes ces années de concessions-là pour peut-être un jour espérer être maître chien. J'en avais pas la certitude. Tu vois, tu rentres dans la police pour les chiens, mais tu rentres quand même dans la police, donc c'est quand même tout un état d'esprit, tu vois. Avec les chiens. Avant d'être avec les chiens, il faut aussi aimer encore plus la police. Du coup, c'est quand même tout un mental qui est pas. Mais c'est quand même quelque chose qui est une expérience incroyable et que je referai. Heureusement que j'ai fait et vraiment je referais tout si c'était tout à refaire. Je referais tout comme ça. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé après à me reconvertir en même temps que j'étais flic dans la sécu. Et en prévision de pouvoir après déménager en Suisse et faire maître chien de sécurité en Suisse. C'était ça le plan de base. Je m'étais dit à la base, je vais être maître chien sécu avec ma chienne dès que j'arrive en Suisse. Le problème, plus j'étais déjà éducateur canin, le problème c'est qu'une fois arrivé, moi j'ai une petite chienne toute gentille, toute mignonne, qui n'est pas du tout faite pour le travail, qui aime le concours mais qui n'aime pas la condition de travail, en chien de défense. Par contre, le concours, elle adore. Et du coup, à partir du moment où elle a été validée avec son diplôme, on a déjà commencé à voir les sensibilités du chien, où on s'est dit, si en intervention, le gars, il lui marche sur la patte et que le chien, il se barre, c'est pas ce qu'on veut d'un chien de travail. Bah non, et clairement, bien sûr, c'était elle. Donc, du coup, j'ai préféré la réformer plutôt que d'aller au-delà de son caractère. Et du coup, je l'ai réformée. C'est devenu mon chien de compagnie. Après, je suis repartie en restauration le temps d'arriver là où je suis maintenant, en gros. En Suisse, reparti en restauration pour refaire mon diplôme d'éducateur canin qui avait été refusé en arrivant en Suisse. Je l'ai repassé, j'ai fini de le payer surtout parce que c'était ça qui... Voilà. J'imagine. Et je l'ai refait et du coup, maintenant, voilà pourquoi la société de service pour chiens, mais il y a eu 13 ans de reconversion derrière avant et puis il y a eu une passion naissante assez jeune et puis tu as eu tout un chemin qui t'a amené jusque-là, quoi. Et je me souviens à mes 15-16 ans ou comme ça, où je rêvais intimement un jour, j'aurai ma propre entreprise avec des chiens. Et maintenant Et ça fait bizarre d'avoir réalisé un peu un rêve, quoi. Complètement. Rêve d'enfant. Et de me rendre compte qu'en fait, c'était aussi un rêve et que j'avais un peu oublié, tu vois, et de me dire, putain, c'est vrai qu'à une époque, je m'étais dit ça. Et c'est dingue. Voilà. Mais en parallèle... rien n'était impossible. Bien sûr. Surtout qu'il y a d'autres choses maintenant aussi en parallèle. En parallèle, tu es aussi streameuse sur Twitch et créatrice de contenu. Enfin, pas que streameuse. C'est pour ça qu'on est là. C'est aussi pour ça qu'on est là. Mais pour être streamer sur Twitch, je pense qu'il faut être un peu passionné, pas d'internet, mais de médias en général, ou en tout cas aimer les médias. Toi, tu aimais bien ça de base. Comment t'es arrivé sur Internet ? C'est quoi ton histoire avec Internet ? À la base, Twitch.
Même avant Twitch, quand tu étais gamine, comment tu allais sur Internet? Avec quoi? Tu allais sur quel site? Ouais, tu allais sur MSN. C'était MSN, Skyblog, cette époque-là. C'est comme ça qu'on... C'est comme ça que tu as commencé? Ouais. Moi aussi, hein, mais... Après, j'ai jamais été, tu vois, une grande consommatrice de création de contenu, en fait. Genre, je sais que dans le milieu du streaming, on est très nombreux. Vous êtes très nombreux, parce que du coup, je me considère pas là-dedans, à traîner de fou sur YouTube, tu vois, à suivre beaucoup de youtubeurs connus. Moi, je me retrouve des fois dans des conversations en mode, mais ce youtubeur, super. Et moi, je suis là en mode, mais j'ai follow Squeezie il y a 3 mois, les gars. Genre, enfin, tu vois ce que je veux dire? Sûr. J'ai jamais été réellement dans le milieu en tant que consommatrice avant d'en produire. Donc Internet, toi, tu as commencé avec Skyblog, MSN, Skyblog, c'était cette époque-là quoi, que tu as connue. C'est ça, pour parler avec les potes et voilà, tu vois. Okay. Mais tu vois, même du temps où il y avait eu genre la grosse hype sur Abo, compagnie, donc ça, dans cette même période, j'y étais pas. Moi non plus en vrai. Et pourtant, pas connu Abo. Pourtant, il y en avait plein qui étaient dessus et qui... Même YouTube, j'ai jamais été une grande consommatrice de contenu, en fait, en réalité, de créateurs de contenu. Et après, je suis arrivée sur Twitch via Scudi. Qu'on embrasse, évidemment. Évidemment. Bien. Et qui m'a fait découvrir ça complètement au hasard, qui lui, de temps en temps, lançait des lives. Et moi, avant, je geekais que sur un seul jeu, depuis 2014. Les Sims 4. J'allais dire les Sims, c'était obligé. J'ai plus de 8000 heures sur le jeu. Depuis 2014, j'ai filé un peu plus de 1000 balles à EA pour toutes les extensions, tous les packs, les machins. Et je connaissais réellement que ce jeu, en fait, au final. Et du coup, j'ai lancé mon tout premier stream le 18 août 2021 sur du Sims. Et d'ailleurs, on a fêté les 3 ans, là, il y a... 18 août, il y a 11 jours, 2024, mais on l'a fêté officiellement, enfin, bien comme il faut, samedi dernier, le week-end dernier, on est mardi. Du samedi au dimanche. Ouais, c'est ça. Ça a duré quelques heures. C'était quelques heures, ouais. C'est pas fini, d'ailleurs. C'est pas fini, mon retour, il y a un record qui t'attend encore. À mon retour. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et en fait, je me suis prise... Je streamais dans ma cuisine, sur mon tabouret de bar, avec la vieille tour de Scudi, justement, à ce moment-là. Et c'était vraiment, le même de je stream dans la cuisine. Et il y a des gens, ils venaient sur mon stream que pour ça. Attends, tu streamais tôt le matin aussi, à cette époque-là? Non, quand j'ai commencé au début, c'était le soir. Mais ça n'a pas duré longtemps. Derrière, il y a le DLC d'Animal Crossing New Horizons qui était sorti. Et c'est là où j'ai commencé à faire les streams très tôt le matin. Et mes streams du soir ont genre duré 3 semaines, un mois. Et après, je suis passée, et encore je dis ça, mais je suis même pas sûre, ça se trouve c'est 2 mois. Et après, je suis passée, après la sortie du DLC d'Animal Crossing, à ce moment-là, je suis passée streameuse le matin et ça a assez vite grimpé pour moi sur Twitch, ça a assez vite bien marché. On a vu là en 3 ans, en vrai... Ouais, mais au début, tu vois, genre, l'affiliation, on l'avait obtenue en 5 jours, je l'avais eu. Et puis derrière, tout de suite, il y a un peu de monde. Je suis arrivée vite aux 30-40 de moyenne en 2 mois de stream. Mais t'es resté longtemps à ce stade-là? En fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que j'ai changé progressivement tout le contenu. Je suis passée en multigaming et j'ai arrêté les streams du matin que je faisais pendant plus de 6-8 mois. Tu te mets une grosse claque. Je me dis, voilà, on était bien sur la lancée, ça va pas, on change tout. Non, en réalité, ça ce qui s'est passé... ça allait plus pour moi. Et en fait, encore, on en revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Au début, quand j'ai commencé Twitch, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je ferai des streams musique et je ferai des streams éducation canine. Ça serait délire de relier, du coup, toutes mes passions en une. Et c'est ça, en fait, que je trouve beau sur cette plateforme, c'est de pouvoir... Vu que j'ai eu plusieurs vies, entre guillemets, que je touche à tout et que j'adore toucher à tout. Et ça se trouve, demain, ce sera la poterie, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis assez curieuse déjà de base et d'apprendre de nouvelles choses. Et du coup... là, je pouvais allier, entre guillemets, mes 3 passions sur une seule et même plateforme. Trop bien. Et ça, il n'y a aucun métier dans lequel j'aurais pu faire les chiens, le chant et le gaming. C'est aussi pour ça que j'ai commencé Twitch en partie, c'est parce que c'est le truc qui rallie tout. Tu peux tout faire. Et tu as une créativité qui est juste sans limite en fait, sur la plateforme, mis à part de ce qui est légal. Et on va dire... Et encore, même pour ça, tu peux... et détourner les choses. Évidemment. On l'a bien vu. Ou alors d'autres plateformes. Mais tu fais la même chose au final. Tu vois, tu restes sur Internet, tu diffuses du contenu. Voilà, c'est ça. Du coup, un peu le début. C'est comme ça que t'es arrivé sur Twitch, quoi. Ouais.
Par pur et simple hasard, quand Scuddy un jour m'a dit en vrai, ça t'irait bien, tu devrais tester. Teste, tu vois. Et tu vois. Et puis au final, j'ai testé, j'ai vu. Ouais, j'ai vu, j'ai dit, OK. Et j'ai bien testé là, on est sur du bon testage là. Après, Twitch, c'est pas évident parce que il y a plein de trucs. Déjà, t'es une fille, enfin, tu es une femme, pardon. Il y a les stats, il y a beaucoup de pressions qui peuvent s'accumuler. Toi, tu vis ça comment? Toutes ces questions Tout ça en mélangées. même temps. Paf. Déjà, d'être une femme sur Twitch. Je fais en sorte de pouvoir le vivre bien. Ok. Dans le sens où je pars du principe que ce que je ne tolère pas IRL, je ne le tolère pas sur mon stream. Moi, je suis par exemple pas à l'aise avec des petits surnoms. C'est un peu comme si tu croisais quelqu'un dans la rue et qui te disait « Salut ma belle, comment tu vas ?» Et en fait, il y a l'impression qu'avec Internet, on peut se permettre un peu de trucs comme ça. Il y a une interaction. L'anonymat surtout, tu vois. Ouais, et puis il y a la personne qui vient pour obtenir une interaction et tu es ouvert à l'interaction quand tu as un chat et que tu es sur Twitch. Donc du coup, automatiquement, au début, le fait que j'étais une femme, en fait, le problème c'est que les trolls finissent par être trollés en retour chez moi, donc à terme... T'as inversé la tendance, en fait. En fait, j'en ai plus, et dans le sens où j'ai plus vraiment de gens qui m'embêtent autant qu'avant, parce que si tu viens sur mon live dans l'espoir de pouvoir me troll, il faut accepter d'être trollé en retour. Il y a ça, et puis tu as une belle équipe de modération aussi. Aussi, évidemment, heureusement qu'ils sont là. Oui, mais ils savent très bien que quand il y en a un qui vient et dans l'esprit un peu « salut ma belle », ou alors « vas-y lance ». Tu connais le lien, voilà. Bien sûr. Ils savent et ils sont là. Oh, on touche pas, on lui laisse. Et jusqu'à ce que je leur donne le feu vert parce qu'ils savent que j'aime jouer avec eux. C'est con, mais j'aime rentrer dans leur jeu à ce niveau-là. Puis toi, ça t'est sûrement déjà arrivé de transformer des trolls en viewers perma ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé une fois. Ah ouais. Une fois. Okay. Un gars qui était venu dans l'intention de troll et qui finalement me l'a dit clairement. Ouais, il me l'a dit clairement. Il m'a dit en vrai, j'ai trop kiffé ta réaction. Je venais vraiment dans l'esprit dans l'état d'esprit de troll. Puis finalement, en fait, je reste. Et j'ai resté quelques mois, mais voilà. Tu vois. C'est genre ça. Du coup, t'es là, bon. Et puis il y a aussi le fait que, par exemple, un jour, je reviens sur exactement le même exemple où un jour il y a un homme ou une femme dans le chat, je sais pas, qui est arrivé, qui me dit ouais, salut ma belle, comment tu vas? Je dis je vais bien, par contre, je suis pas ta belle. Non, mais déjà. Est-ce que c'est... Non, mais t'as raison de réagir comme ça, mais d'un autre côté, tu vois, comme t'es en live et que tu dois animer, tu vois, ça peut casser toute une ambiance, tout un truc que t'instaures depuis un certain moment, 1 heure, 2 heures, ou même des jours entiers, tu vois, et un mec qui arrive, tu vois, enfin n'importe qui arrive et qui balance un truc comme ça, tu vois, ça peut carrément casser tout ton mood, tu vois. Donc, faut avoir les épaules pour ça, tu vois. En gros, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais, genre... En fait, j'ai 2 options. C'est soit je mets tout de suite la limite, et comme ça se reproduit pas, et après, tu sais, hein. De toute façon, après, c'est tous les jours, le mec va revenir, et salut ma belle, et nana, et le lendemain, c'est un emoji rose, et le surlendemain, c'est un cœur, et le surlendemain... Et à moi, me mettre mal à l'aise alors que c'est mon live. Tu vois? Ah ouais, non, bien sûr. Ça me met mal à l'aise, je suis pas OK, je le dis, la personne le prend comme il le prend. Ça, j'en suis pas responsable de comment les gens prennent les choses. Tu vois? Non, bien sûr, mais tu pourrais avoir la réflexion de dire je vais être gentil avec tout le monde parce que c'est potentiellement un viewer qui va pas rester ou que je vais froisser et qui va pas revenir. Tu vois, tu pourrais avoir cette mentalité-là, tu vois. Je pourrais, mais dans la mesure où j'arrive à estimer de par un pseudo que c'est un homme ou même femme qui me met mal à l'aise en me disant salut ma belle machin, est-ce que j'ai vraiment envie qu'il reste? Non, pas vraiment. Mais tu sais que pour les stats, on peut parfois faire des choses. J'ai fait une grosse croix sur le nombre de personnes potentielles qu'il pourrait y avoir sur mon live pour pouvoir réunir une communauté plus saine que nombreuse. Ouais. Et au final, donc, en vrai, déjà rien que ça, c'est pas t'aider, tu vois. Mais déjà, et en plus, je fais du multigaming de jeux qui ne sont plus du tout regardés. Donc, c'est pas des jeux forcément hypés, même pas du tout. Tu fais vraiment tout pour je fais tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Et pourtant, c'est pas que ça fonctionne pas. Non, parce que j'ai toujours été dans le positif en termes de tout tu depuis fais que le début. grandir jusqu'ici. C'est ça. Et je pense que si je continue comme ça et si j'arrive à faire les choses bien, il n'y a pas de raison que ça continue pas de grandir, moins que
un jour, je Tout sais peut pas. arriver, Voilà, évidemment, bien sûr, on n'est jamais sûr. Mais du moins, j'ai l'impression d'avoir réussi à préserver quelque chose de très sain dans la commu, de par tout ça. En fait, de par... tu sais, la commu, tu l'as vu, c'est... je la connais. C'est une famille, c'est bien quelque sûr, chose, c'est un truc... Ils sont tout le temps en vocal. Là, tu vas sur le Discord, je t'assure, ils sont je sais pas combien en vocal, tout le temps. Ils se sont créés entre eux des amitiés, ils se sont... Et même moi, hein, au final, j'en ai créé. Bien sûr. Et avec eux directement. Et en fait, je trouve bien de préserver ce noyau-là, peu importe le nombre qu'il est, même si pour ça, il faut exclure, entre guillemets, certaines personnes qui se permettent de choses pour préserver eux. Ah oui, tu vas pas te dire, vas-y, lui, je le supporte parce qu'il vient souvent, mais en vrai, je l'aime pas trop. J'ai Bandef, littéralement, un des plus gros donateurs de ma chaîne, il n'y a pas si longtemps que ça en arrière, parce qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont produites et que la personne n'a pas compris, parce que tu n'étais pas OK avec tout ça. J'étais pas OK, mais sauf que de l'autre côté, ça n'a pas été forcément entendu. OK, on arrête là alors. Et c'était OK, on va dire, le fait d'arrêter là des deux côtés. En fait, non, pour de l'argent ou pour des stats, etc., je vais pas me mettre à mal comme j'ai déjà pu voir en IRL directement certains streamers qui cut leur live et puis après, derrière, quand c'est à la machine à café, mais ils étaient insupportables ce soir, c'était l'enfer, je les ai jamais eu déchaînés comme ça. J'avoue, moi-même, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir ce genre de réaction, mais parce que parfois... Quand tu as une petite communauté, même si elle va jusqu'à, on va dire, 150, 200 personnes, ce qui est déjà énorme, hein, tu vois, mais... C'est énorme, Mais tu t'en connais pas mal, t'en as certains, t'as l'habitude de les voir, il y en a qui viennent moins régulièrement, et puis t'as ceux de passage en fonction du contenu que tu fais, tu vois. Et j'ai eu l'exemple sur les Gartic, tu vois. Même si ceux que tu connais, ceux qui sont habitués, et puis ceux de passage, il y a des soirs où c'est pas, la lune, la pleine lune. C'est ça, tu vois. Et c'est pas que tu vas en venir à détester ta commune. Tu vas dire, putain, le soir, ils étaient déchaînés, tu vois. Ouais, mais après, il faut prendre en compte toi aussi, comment tu te sens sur le moment, ton épuisement et tout. Bien sûr. Mais là, je te parle vraiment d'exemples comme ça, en mode grosse communauté TikTok, salut Lance, tout le temps, tu vois. C'était vraiment ça, son chat. De la personne dont je parlais là, à ce moment-là. Et c'était une commu de titans, pardon, mais pour moi, c'était littéralement commu de titans, quoi. C'était que ça. Et ça, pour moi, ça serait pas... En fait, tu vois, là, tu fais du YouTube, tu kiffes ça. Si j'avais une communauté qui me ressemblait pas, je vois pas l'intérêt d'aller faire des lives en interaction directe, en fait, avec des gens. Autant faire du YouTube dans ces cas. C'est pas que tu te détaches, mais tu as un autre rapport alors avec les gens qui interagissent avec toi. En fait. Il y a quand même une interposition de temps, c'est-à-dire que tu n'es pas avec eux directement sur le moment. Pas réagir direct. Et ils voient pas ta réaction. Et surtout, j'ai l'impression que pas mal de trolls ou parfois des gens viennent pour voir ta réaction en direct, ce qui est d'un côté chouette, mais d'un côté un peu malsain aussi, tu vois, quand tu viens dans un esprit un peu négatif. C'est ça. Sauf que certains, pour des stats, pour des subs, vont faire en fait abstraction de tout ça. Moi, j'ai décidé que autant dans ma vie IRL que sur ma chaîne, au contraire en fait. J'ai justement envie que sur ma chaîne d'être complètement moi-même, pas comme quand tu es embauché dans un magasin où tu as le client qui se pointe à 18h58. Mais tu gardes le sourire. Vous allez fermer? Mais non, mais c'est tout bon, je vous en prie. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu n'as pas de masque social dans ton activité. Parce que c'est justement ma chaîne et je fais comme je l'entends. Donc en fait, c'est Nature Peinture. Oh, je suis Nature Peinture, c'est Carole. Ça. Ouais, c'est Carole. Non, mais dans le sens où... Ouais, je ferais ça pour un patron si vraiment, tu vois ce que je veux dire, dans un contexte c'est un contexte de clientèle, t'as pas la proximité. Vente. Là, c'est ma chaîne, c'est mon contenu et je produis ce que j'ai envie de produire et je rassemble des gens qui ont quand même ce lien avec moi de par ça ou de par les contenus. Hein, tu peux être parfois la seule chose qui les rallie, ça peut être des gens totalement différents dans leur vie, la seule chose qui les ramène, c'est toi. Oui. Et on a quand même au moins tous quelque chose en commun, tu vois, que ce soit dans la vision de voir les choses, les relations humaines, etc., ou alors dans les contenus, ou alors, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils sont restés là. Il y a toujours un dénominateur commun. Tout le temps, Et du coup, je pense que c'est aussi cette force-là que ça a pu créer au sein de la commu, plutôt que... Après, évidemment, hein, je vais pas te mentir, évidemment qu'il y a des jours où tu vois des messages passer et tu... Allez, vas-y. Tu vois mais bien sûr, mais c'est pas la même chose que de le faire tout le temps. Et puis, il faut pas oublier que malgré tout, tu restes en live devant des gens. Tu dois garder un minimum. Tu es là pour animer un contenu, tu vois. Même si tu veux être le plus naturel possible, il y a quand même des fois où tu peux pas te permettre
d'insulter ses grands morts quelqu'un alors que t'as un temps mort d'envie. Déjà, de base, je le ferais pas. Je suis vraiment comme je suis hier. Mais parfois, ça peut arriver, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, parfois. Ouais, où t'as envie de. Vraiment, ça m'est arrivé une fois, personnellement. Ça peut arriver, mais tu vois. Mais voilà, évidemment, on n'est pas parfait. Et après, il faut reconnaître ses erreurs aussi. Et enfin, voilà, mais il faut savoir être professionnel, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Mais après, c'est du live. Tu vois, c'est pas là comme du YouTube montage. Là, si j'ai envie de dire une dinguerie, tu vas le couper. Si tu dis la dinguerie, je le cut et puis voilà. Et là, en réalité, c'est du live. Quand tu passes 35 heures, comme moi, là, le week-end dernier, en live pendant 35 heures, je peux t'assurer qu'à un moment donné, si t'es en masque, à un moment donné, il va tomber, je pense. Ah, c'est sûr, il tombe. Ou alors, t'as vraiment un mental en acier. Ou t'as des contradictions. Ouais. Je me dis, dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas faire, ou dire un truc et le lendemain dire un peu l'inverse. Tu vois, si vraiment tu as un masque. Et je trouve trop dommage parce que Twitch rassemble assez de créateurs de contenu pour que tout le monde se sente bien quelque part. C'est sûr. Tu vois, c'est pas comme de la télé où tu vas avaler l'info et c'est comme ça et t'as pas le droit à la réaction dessus. Et on t'impose ça. Ouais. C'est pour ça qu'au final, c'est aussi leur rendre service. C'est con, mais les trolls qui viennent, alors très souvent, c'est tourné à la dérision et à l'humour et ils finissent sur TikTok et voilà. Et c'est le meilleur ce qui anime. Et ça anime en plus. Ça te fait du contenu. Mais au final, je vais pas les inciter à rester ou leur faire espérer qu'un jour je lirai un de leurs messages ou machin, les jours où j'ai pas envie de batailler. Tout comme j'ai pas envie de faire subir ça à la commu que de les laisser aussi sur le chat, mais aussi parce que en fait, je leur fais perdre leur temps. Pardon, mais je leur fais aussi perdre leur temps. Sûr. Parce que moi, je me fais perdre mon temps. La commu aussi perd son temps, parce que de voir aussi des gens comme ça dans le chat, à un moment donné, ils en ont un peu marre. Donner de l'attention à quelqu'un. Puis ils s'entendent tous bien, donc automatiquement, il y a cette espèce de famille qui s'est créée, de noyau, et tout le monde dit rien, mais n'en pense pas moins. C'est moi qui dis les choses. Et du coup, automatiquement, les personnes qui viennent vraiment... Je prends un exemple tout bête, mais des personnes très jeunes, par exemple, et où dans le comportement, ça va vraiment se sentir qu'ils sont jeunes et qu'ils ont besoin encore d'apprendre des choses sur les relations sociales et des façons de faire. Tu le sens direct, de toute façon. Ça. Tu les vois arriver. Et du coup, au final, perds pas ton temps. Tu trouveras une commu Roblox, une commu Fortnite dans laquelle tu te sentiras bien, tu vois. Et c'est ça qui est beau aussi sur Twitch, c'est qu'ils ont la possibilité de vraiment trouver... tous les types de commus. Il y a des commus drama, en veux-tu, en voilà. Il y a parce que des streamers qui mais nanana, et vous savez pas quoi. Mais je vous jure, mais oui, ça c'est britannique. C'est normal parce que ça reste social, tu vois. Donc c'est normal qu'il y a tout. Ça tombe bien parce aussi ça qui me fait que peut-être je me permets plus, tu vois, du fait que je prends un peu conscience de ça, en fait, de me dire que pour moi c'est pas bon, pour la commu déjà présente. Si on leur posait la question, à mon avis, je vais pas parler en leur nom, mais à mon avis, t'as les 3/4 qui diraient ouais, non, il saoule un peu celui-là. S'il pouvait ne plus venir, ça serait cool, quoi. Et même pour la personne en question, ça sert à rien. De toute façon, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, et au plus, je pense, au plus t'as une commu grandissante, au plus t'as forcément des histoires qui se créent, aussi bien positives que négatives. Ça va avec, c'est obligé. À un moment, t'es obligé aussi de te détacher un peu de tout ça, tu vois. Tu peux pas faire d'un truc personnel à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu peux pas. Puis à ça, tu as aussi la relation avec les autres streamers que tu dois avoir. C'est quoi ta relation, toi, avec tes autres streamers? Ah, moi, je suis la connasse de Twitch. Non, tu couperas ça. Mais c'est quoi ta relation avec les autres streamers, toi? C'est pas évident. C'est pas évident. Pour être honnête. C'est pas évident. J'ai l'impression qu'on ne peut vraiment pas faire confiance à beaucoup de monde dans ce milieu. J'ai l'impression... C'est peut-être bête ce que je vais dire et ça va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, mais les gratteurs, on commence à les voir. On connaît les agissements des gratteurs. Tu les vois vite. On sait pourquoi ça répond aux stories, on sait pourquoi ça raid, on sait pourquoi ça vient sur les lives juste avant de lancer, on sait pourquoi ça spamme leurs émotes à eux uniquement. Voilà. Je suis désolée, mais à un moment donné... Si tu veux m'adresser un message, c'est le moment. Je suis désolée, mais à un moment donné, on vous voit. Ça suffit, on en a marre. Dites-le clairement, arrivez sur le chat et dites « Ouais, s'il te plaît, je peux récupérer tes viewers. » Voilà, au moins, on arrête de tourner autour du pot et voilà. Le pire, c'est qu'en plus, ça fonctionne pas. Tu crois ? Moi, je me suis posé la question. Moi, je pense que ça fonctionne pas. Tu peux pas arriver... Dans la majorité des cas, je sais pas, Francis, pour toi, ça fonctionne? Dans une certaine mesure, oui. Mais en fait, je me dis que si ça doit fonctionner chez des gens qui sont comme ça aussi, et du coup, tu t'entoures pas forcément de relations saines. Et c'est ça le problème. Ouais. Tu vas pas t'entourer de positif. Ouais, bien sûr. Tu vois, parce que, au contraire, quand t'es quand même quelqu'un d'un minimum bien construit, sain, et voilà...
tu le vois, ce genre de choses, t'as pas forcément envie d'aider, en fait, ces gens-là. Ah non, Et justement, c'est l'effet inverse en fait, qui se produit. Et du coup, ouais, tu te protèges aussi de ça. Moi, les streamers que j'ai très proches, déjà, j'en ai quasiment pas, mais de confiance, j'ai dit quasiment. J'ai dit quasiment. De confiance, j'en ai très peu. Ouais. Très proches, j'en ai encore moins. Et ouais, peut-être on verra, il y en a aussi peu. Ouais. Et tous les autres, j'arrive à un moment donné, à 3 ans de stream, où c'est con, mais tu peux pas t'empêcher de te poser la question. Dès que tu as un nouveau streamer dans ta liste de contacts qui rentre pour X, Y raison, tu peux pas t'empêcher de te poser la question du est-ce qu'il y a quelque chose, parce que ça a été tellement récurrent. Ouais. Et d'un autre côté, tu vois, je vois pas toujours ça négatif, le fait, enfin c'est un avis personnel, hein, mais de devenir, d'être en relation avec d'autres streamers, on va dire pour le bien professionnel, tu vois, d'être en contact avec d'autres personnes pour dire, vas-y, cette personne, je l'aime bien, pourquoi pas à l'occasion, tu vois, si j'organise un gros event, l'avoir en bien sûr. pourquoi pas, tu vois, sans pour autant devenir les meilleurs amis du monde, tu vois, et se dire que on a une relation de streamer, on se met de temps en temps, mais ça, pas, mais c'est ok, tu vois. Ça, ok. Sans ça, pour autant aller gratter totalement, tu vois. Et ça encore, c'est autre chose, tu vois, pour moi. Mais c'est pas pour autant que derrière la personne, tu vas derrière lui faire confiance ou quoi, parce que t'auras, moi personnellement, pas parce que je fais un co-stream ou comme ça, que tu auras toujours quand même cette petite méfiance. Tu vois, c'est pas acquis. C'est pas acquis en mode, ok, c'est bon, on a fait un co-stream, donc voilà, ça y est, je peux lui faire confiance, je sais qu'il me fera jamais ça. Mais moi, le problème, c'est que je suis un peu comme ça, déjà de naturel. C'est que je vais je vais vite accorder ma confiance et après, derrière. Ah bah il arrive des histoires, bien sûr, voilà, forcément, tu vois, forcément. Mais non, relation avec les autres streamers, je saurais pas te dire, c'est difficile à qualifier. En fait, vraiment ceux en qui j'ai vraiment, vraiment confiance, je serais pas là, je pense, aujourd'hui, tu vois. C'est que c'est quelque chose, c'est des gens très sains avant d'être des streamers en fait, tu vois. Au-delà, t'enlèves tout le truc de s'il n'y avait pas le stream, est-ce que tu t'entends avec cette personne? En fait. C'est vraiment, ça va être les valeurs vraiment de la personne. Et si du coup on va pouvoir devenir amis avant collègue streamer, tu vois, c'est encore, c'est même au-delà de Twitch en fait, ça va au-delà de Twitch pour moi. Les relations normalement entre streamers, mais après comme tu dis. Des fois, tu crées un event, moi je crée le Camon Girls tous les ans. Tu vas inviter des amis j'invite 10 streameuses. C'est pas pour autant que derrière on refera un co-stream forcément, ou est-ce qu'on réinvite les autres années ou quoi. Et dans l'eau, il y en a avec qui j'ai plus d'affect que d'autres parce qu'on délire bien, parce que voilà. Parce qu'il y a un feeling tout simplement. C'est ça. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Exactement. Mais après, il y a des dramas, évidemment. J'ai créé aussi des dramas, mais je sais pas d'où, mais j'en ai créé aussi, sans le vouloir, sans savoir rien fait non plus. Mais c'est Twitch, on est tous exposés, on a tous notre épingle à tirer dans le jeu. Je pense que oui, tu veux aussi un peu... c'est peut-être humain de vouloir parfois tirer un peu la couverture à soi, tu vois, se dire, vas-y, j'ai envie de me démarquer un petit peu aussi, tu vois. Ouais, est-ce que c'est pour autant de devoir aller faire des choses... Ça justifie pas certains comportements, irrespectueuses ou comme ça, non. Mais bon, on le sait bien, dans la vie de tous les jours, il y en a tout autant que sur Twitch, des gens comme ça, ils seraient prêts avant de père et mère pour une augmentation ou un truc, ou à salir un collègue. En fait, c'est le milieu professionnel. C'est le milieu professionnel, c'est le côté professionnel de Twitch de toute façon. Ouais, et c'est en plus l'image, c'est le métier d'image. Je pense que si tu compares ça à des gens de télé qui sont dans la télé-réalité ou quoi, ça doit être le même délire en fait. Je me demande si ça doit être encore pire, quoi, tu vois, parce qu'il y a une vraie célébrité derrière, tu vois, tu passes à la télévision, tu as des millions de spectateurs. Et tu peux tirer ton épingle du jeu comme les premiers qui sont passés dans les anges de la télé-réalité, les Marseillais et tout. Sûr, et je pense que c'est carrément la course à l'image, au drama, sans parler de la production qui te demande d'eux, mais bon, voilà. Et là, c'est pareil, c'est tout un truc je serais prêt à te planter un couteau dans le dos si on me proposait célébrité et compagnie, tu vois. Ouais. C'est ça que je trouve un peu... Moi qui suis quand même, comme je te dis, je fais confiance et je suis très attachée aux valeurs humaines des gens et à ce qu'ils vont pouvoir... ce qu'on va pouvoir évoluer en fait ensemble, tu vois, plus que... Même humainement et aussi dans le milieu.
J'ai du mal à me dire que quelqu'un pourrait me planter un couteau dans le dos pour un raid ou pour un truc. Bien sûr. Surtout qu'il faut arrêter, je suis personne, tu vois, sur la plateforme. Ouais, mais on a beau dire je suis personne, ça va, je suis KLRstream, il n'y a personne qui me connaît, tu vois. Non, mais la jalousie, ça arrive vite. Et tu sais, un streamer qui passe partenaire, qui a une centaine de viewers par mois, on va dire entre 80 et 120, tu vois. Bah, pour des streamers plus petits, c'est quelqu'un qui réussit, tu vois. Ouais, alors que en fait, quand tu y es, t'as vite conscience que non, t'es personne, on est plein dans ce cas-là, il y en a plein encore qui sont beaucoup au-dessus, et qui, tu vois ce que je veux dire, et c'est pas pour autant que moi je vais envier quelqu'un qui en a 300 ou 400, tu vois, vraiment pas, genre... Non, bien sûr. En fait, c'est un peu le côté, tu sais, la mentalité un peu américaine, la mentalité un peu française, la mentalité un petit peu européenne ou française, je sais pas comment on appelle ça, mais qui est ah ouais, putain, il a ça, mais je suis sûre il a fait ça pour voilà. Et moi, je serais plutôt dans l'autre sens. Waouh, qu'est-ce qu'il fait pour avoir autant machin, aller, tu vois, aller regarder, sûr, ou m'inspirer en fait plus. Mais c'est en aucun cas, tu vois, de la jalousie mal placée ou comme ça, tu vois. Je serais plutôt là en mode, qu'est-ce que ce gars a créé, qu'est-ce qu'il fait comme type de vidéo, etc., qui pourrait marcher. Aller voir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, machin, pouvoir t'inspirer. Et pour pouvoir se dire, bon, je vais pas faire la même chose, parce que c'est pas le but. Mais s'inspirer, c'est pas pareil que copier, tu vois. Ah, il y a une différence. Complet. Et puis en plus, ça m'est jamais arrivé, je te donne un exemple comme ça, mais en réalité, ça m'est jamais arrivé de m'inspirer de quelqu'un. Live Conseil Canin... J'ai jamais vu ça personnellement. Je n'avais jamais vu non plus, et c'est ça que j'aime bien. C'est le côté de faire différemment des autres, tu vois, tout le temps. Et en même temps, Et en même temps, tu vois, quand tu vas sur d'autres lives où il y a plus de monde, etc., puis après tu te rends compte, ok, mais la personne elle était aussi bien connue avant sur YouTube, il y a le beau décor et tout derrière, tiens, peut-être que aussi, moi, là, ce qui me manque, ça va être maintenant le décor, tout ça. Et je sais un peu, il y a une belle DA, il y a un beau truc, les overlays animés, machin. C'est bien d'avoir des points de comparaison, te dire, ok, moi j'ai ça, lui il a ça, mais tu vois, sans pour autant dire, ok, lui il fait... Enfin, sans pour autant faire rentrer la jalousie là-dedans, tu vois. En fait, c'est juste ça. Mais ça peut être parfois la base de drama ou de mauvaise entente, etc. Ouais, mais pour moi, c'est de l'énergie mise à mauvais escient. Autant que les streamers, comme je les appelle, sociaux, qui vont passer leur temps sur le live des autres pour essayer de gratter des gens, etc. Pour moi, j'appelle ça faire du social. Et en fait, alors que ton énergie, tu devrais l'user justement à créer du contenu, à te focus sur ta chaîne et tes co-streams et une Après, tu peux faire aussi du social sans pour autant être un gratteur, tu vois. Ah oui, mais je parle évidemment, mais je parlais vraiment, tu vois, je mets deux extrêmes complètement en opposition, mais ouais, pour moi, il y a beaucoup de ça, en fait, sur la plateforme, de jalousie qui traîne, de trucs on est copains, tu me raides, je te raide, et puis ça reste dans un cercle un peu fermé. Ça ressemble au follow pour follow sur Insta, tu vois, ça n'a aucun sens, et puis ça n'avance à rien, ça fait avancer. Ça n'a aucun sens, et puis en fait, ce que les gens oublient un peu sur Twitch, que moi je trouve, c'est pas ma commu, c'est pas ta commu, c'est la commu Twitch. Les gens n'appartiennent pas. C'est pas une possession, c'est bien une sûr. dinguerie. Parce que moi, un jour, j'ai une streameuse, je vais te raconter quand même une anecdote, que je trouve que c'est une dinguerie, cette anecdote. Un jour, une streameuse m'explique que elle m'envoie un DM sur Insta, je vois un nouveau compte qui me follow. Elle m'envoie un DM sur Insta, oui, c'est nanana, j'ai supprimé ma chaîne, je repars tout à zéro, voilà mon nouveau compte Insta, je supprime ma chaîne Twitch, machin. Et du coup, je la connaissais pas plus que ça, c'était vraiment... je vois quitter, je suis venue une fois ou deux sur tes lives et vice-versa. Elle m'a raid une ou deux fois et voilà. Mais jamais de lien. Et puis, je dis ok, pas de souci. Elle me dit oui, parce que tu comprends, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Raconte sa vie, quoi. Mais j'ai eu des vocaux, s'il te plaît. J'ai eu des vocaux de 1 heure. Et donc, elle m'explique, mais tu vas halluciner, vraiment. Elle m'explique qu'en fait, elle a eu des dramas avec un tel dans le streaming et des gens que je connais. En plus. Donc en fait, elle est elle aussi là en train de créer du drama en plus. Voilà. Et parce que elle a demandé à ses viewers de ne pas aller sur leur chaîne, mais parce que tu comprends, moi je trouve normal, ça fait un petit moment maintenant qu'elle me sort comme ça. Non mais attends, mais je pense que tu comprends, Claire, depuis le temps que tu es sur la plateforme, quand tu te fais une commu et tout, t'aimes pas voir ta commu chez les autres. Elle était persuadée que c'était ok d'avoir ce discours-là et que les gens t'appartenaient et que tout le monde pensait comme elle en mode ah ouais, moi si j'ai un des cas qui va chez toi ou comme ça, je suis là, au Mante, t'abuses,
Non, mais tu te rends compte quand même. C'est très toxique, c'est une très mauvaise vision de la plateforme aussi, bien sûr. Et même du coup, pardon, mais pour moi, ça reflète, parce que j'en reviens aux valeurs de la personne, parce que moi, au-delà du Twitch, je regarde systématiquement. Si t'as cette pour moi, vision-là, bien sûr. T'es pas une bonne personne déjà quand tu fais ça, c'est que déjà de base, t'as un profond manque de confiance en toi qui va te débloquer comme ça des actions envers les gens pour la peur de l'abandon, tous ces trucs-là qui sont... Peut être des traumas qui viennent de loin. Ça va loin, le délire. Du coup, je trouve un peu de dire que ça existe, ça, sur la plateforme, et qu'en plus, le fait que c'est un métier d'image, ça amplifie encore plus certains comportements des gens. Et c'est pas la commu de Mansouri, c'est pas la commu de KLR, c'est la commu de Twitch. Il faut arrêter, en fait. Les gens, ils vont où ils veulent, quand ils veulent, ils ont rien ils nous doivent rien. Ils doivent rien à personne. Arrêtez ça. Non, mais... Et le nombre de gens qui viennent sur les lives aussi... Je suis désolée, je dois y aller, machin. Moi, il y a des fois, je leur dis, mais les gars, il y a des streamers, désolé, je suis en retard. Non, mais c'est une dinguerie. Mais il y a des streamers, ils vous maltraitent. Non, mais dites-le, parce que le 16-18, viewers maltraités, là, faut appeler. Non, mais Ouais, je sais, je trouve ça hallucinant, tu vois, bien sûr. En fait. Alors, c'est peut-être pour l'attention, une marque d'attention. Ouais, pour te dire, je sais pas. Genre, j'attendais vraiment ton live, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est... Mais je trouve qu'il y a un peu trop ce truc du c'est ma commu, c'est machin. Non, au contraire, sers-toi des connaissances que tu peux te faire, sers-toi de ce que les gens peuvent t'apporter dans le milieu du streaming en tant que streamer, quand tu as les mêmes valeurs et que tu fais confiance à ça, pour tous vous porter vers le haut. Et ça, on le voit beaucoup en événements caritatifs. C'est là où tu débloques un peu l'esprit. T'es là, t'es en vrai, tu vois, t'es sur place. C'est pas la même chose. C'est vrai. Mais tu vois la force que peut créer plusieurs streamers entre eux, plutôt que plusieurs streamers les uns contre les autres. Mais on en parlera après des lives. Parce que ça plaît pas en plus aux viewers. Non, non, bien sûr. Genre, ils veulent tout sauf ça, en fait, voir leur streamer préféré un peu se déchirer ou comme ça. Ils veulent tout sauf ça. Bien sûr. Ils aiment regarder autant l'un que l'autre. Il n'y a pas de préférence à avoir. Aimer les dramas en vrai, autant il y en a d'autres. Il y en a sûrement qui en créent un peu exprès aussi. Ça s'est déjà vu dans le milieu. Ça reste du social. Ça reste des médias aussi. Ça reste des médias. Et voilà. Okay. Je me suis... je suis énervé là. Ouais, je t'ai chaud. Ouais, j'ai sorti le tir. Je voulais quand même aborder un sujet, une grosse partie de ta vie, c'était la musique. Ouais. Grosse partie. On va prendre des parts. Hein. Ça vient d'où la musique? Ton premier crush musical, ta première sensation musicale. Je veux tout savoir. La musique, d'aussi loin que je m'en souvienne, ça a commencé tout bêtement. J'ai compris que je savais chanter à l'école. Ok. Tout bêtement. École primaire. De musique, ouais. Les cours de musique où on m'avait fait remarquer que je chantais bien quand j'étais jeune. Juste ou bien? Bien. Je me souviens pas ce qu'on m'a dit exactement, pour être honnête, mais voilà. Et mon grand-père était batteur. Il avait un groupe de jazz. Et il a vécu de ça, en fait. Il a fait ça, enfin, pas vécu complètement, mais quand même. Bon revenu complémentaire avec un orchestre de jazz qu'ils avaient, il tournait un peu partout. Et des 6 petits-enfants qu'il avait, j'étais la seule à m'intéresser à tout ce qu'il faisait. Donc, nos origines arméniennes, son côté batterie, j'allais le voir quand il répétait, dans son studio en bas, dans son garage, enfin... Parce que j'ai toujours eu cette nature assez curieuse de vouloir apprendre les choses et les comprendre, du coup, voilà. Et puis, un jour, il me dit je vais changer mes baguettes de batterie au magasin de musique, est-ce que tu veux venir avec moi? J'avais 9 ans, 10 ans, même pas. Oui, je viens avec toi. Et puis, je me souviens que dans le magasin de musique, je passe devant les rayons des guitares, et puis je m'arrête devant. Et je fais, les guitares. C'est beau, hein, des murs de guitare comme ça. En fait, c'est ça, c'est impressionnant. Même encore maintenant, Oui, on est d'accord. Et du coup, je sais pas si j'ai lâché j'aimerais bien savoir faire de la guitare ou pas, mais il a vu mon intérêt, il a compris mon intérêt. Le lendemain, je rentrais de l'école, j'avais une guitare sur mon bureau. Tu vois, c'était une classique. Je me souviens, elle était bleue avec tout le contour de la caisse noire. Elle était bleu foncé, puis elle partait en dégradé. Une classique, le manche épais comme ça, là, pour apprendre au début. Là. Et moi, un peu toujours dans cet état d'esprit, en mode j'ai sorti ça comme ça, mais je veux pas décevoir. Je veux pas... Tu vois, il était tellement heureux, en fait, que je fasse de la guitare, que je veuille peut-être apprendre la guitare, que je veux pas décevoir. Donc, je m'y mets à fond.
Il a un ami à lui qui me donne des pseudo-cours dès le début et tout. J'apprends un peu les bases. Et je me mets rapidement à chanter en fait les premières chansons qu'il m'apprend, Joe Dassin de Champs-Élysées, avec laquelle je suis passée, Champs-Élysées de Joe Dassin, pardon, avec laquelle je suis passée à Popstar avec. Ouais, on va y arriver. Ouais. Et du coup, j'apprends rapidement cette chanson-là et j'essaye de chanter dessus. Et on me fait un peu de plus en plus remarquer dans mon entourage que ouais, je sais chanter en fait, et que ça serait cool peut-être de l'exploiter, tout ça. Et un jour, ma mère me parle d'une scène ouverte qui se fait dans ma région, une grosse scène ouverte, mais il faisait passer comme ça des gens, et puis après, il y avait des votations, etc. Et puis au final, je suis allée quand même assez loin dans cette scène ouverte. J'ai chanté pour la première fois quand j'avais 12 ans, un truc comme ça, 11-12 ans, devant 1000 et quelques personnes quand même, un gros truc. Là, c'était en plein air, pour le 14 juillet, tu vois, il y avait enfin voilà. Faut avoir les couilles de monter sur scène quand même. Ouais, Mais quand t'es jeune, il y a un truc où t'es un peu désinhibé. Je comprends pas. Tu comprends pas. C'est parce que le stress est venu plus tard après. À mes 15-16 ans, ça a commencé à redouter ce que le... Conscience. Quand t'es jeune, t'as conscience. Voilà. Quand t'es jeune, t'as pas tout ce truc de les gens peuvent te juger ou pas, ou t'as pas encore toute cette conscience-là, je trouve, à cet âge-là. Et du coup, je fais ma toute première scène ouverte, et en fait, dans les ingés, son, il se trouve que le magasin de musique où on était parti faire changer les baguettes de mon grand-père, un des ingés son bossait aussi dans ce magasin, et bossait sur cette scène ouverte. Et à la fin de la scène ouverte, elle me dit, écoute, repasse au magasin, j'aimerais te proposer un truc et tout. Et c'est là où a commencé ma première collaboration avec Olivier Santenac, qui avait un petit studio, lui, d'enregistrement, répète, dans un village pas très loin de chez moi, Tarnos exactement. Et vient cette espèce de duo qui se crée, où il veut me lancer en solo, qui me fait écouter des prods, des machins, des trucs. Et on fait quelques répètes, quelques trucs comme ça. Et après, de fil en aiguille, je rencontre des élèves et des clients du magasin qui, eux-mêmes, jeunes, font de la musique, etc. De là, je crée un duo avec un autre chanteur-guitariste, où on se met même un groupe. J'ai eu très succinctement, mais un groupe quand même, où on se met à faire des répètes et tout. Et vient un jour, quand j'avais 17 ans, j'ai rejoint une association, à la base rien à voir, de salsa bachata, ça s'appelait Danza y Musica, donc ils faisaient des cours de guitare style bossa, etc. Plus sa femme, mon prof de guitare, entre guillemets, elle faisait des cours de salsa bachata, tout ça. Et ma mère m'explique que c'est bien que je prenne des cours, que j'intègre cet asso et tout. Ma mère devient aussi prof de salsa dans cet asso à terme, mais plus dans les remplacements, pour les remplacements. Et en fait, un jour, donc je continue de prendre ces cours de guitare un peu pour me perfectionner en guitare, voilà. Et un jour, l'association m'explique qu'ils ont des recruteurs de casting qui les appellent en fait pour leur demander s'ils n'ont pas des candidats à envoyer pour des émissions de télé, dont Popstar. Et à on est en quelle année là environ? On est en 2013. 2013. Je suis jeune. J'ai t'as 17 ans. Et en fait, à cette époque-là, du coup, je refuse la participation au casting de Popstar parce qu'en fait, je connais le principe de l'émission, de créer un groupe, de tout ça. Et puis, moi, je me considérais plus comme pas une artiste déjà. Tu sais, ce truc de se dévaloriser un peu et de se dire, en plus, dans un groupe, non, pas envie. Et voilà. Sûr. Et puis, non, ça me ressemblait pas, ça me correspondait pas. Moi, je suis bien avec ma guitare, ma voix, et intégrer un groupe, faire de la pop commerciale pour que ça marche. C'était pas mon délire, se mettre à danser pour un clip, c'est pas mon délire. Et du coup, cet ami avec qui j'avais fait un duo acoustique à la base m'explique une semaine après qu'il a été contacté par la production de Popstar. Et putain, tu te rends compte, trop bien, et je vais faire le casting Popstar et tout. Je lui dis, mais c'est un délire, sérieux, ils vont me contacter aussi. Ouais, mais viens, on y va ensemble. Je dis, mais moi j'ai dit non en fait. Allez, je rappelle, et je leur dis, j'ai changé d'avis, donc on part tous les deux au casting de Popstar, voilà. Ça, tu voulais le faire avec lui? C'est ça, on y va vraiment en mode troll. On y va en mode troll à un point où quand on a été interviewé, lui a été interviewé pour savoir ce qu'il pensait du jury. Il y avait Lafouine, Alexia Laroche-Joubert, l'ancienne présidente de la Starac, et Philippe Gandillon, qui est un producteur d'M6.
À un point où, quand il a été interviewé pour dire « Ouais, tu penses quoi du jury ?» Il dit « Franchement, je suis super déçu, quoi. » Mais pourquoi ? Ils n'ont jamais passé cette scène. Oui, c'est un blague, bien sûr. Ah bon, mais pourquoi ? Il dit « On savait pas que c'était la fouine. Si j'avais su, je me serais laissé pousser la barbe, on aurait fait un je te tiens, tu me tiens avec moi. » Mais le gars, vraiment... Puis quand t'as 17 ans, t'es un peu impertinent. Bien sûr. Et lui, il était un peu plus âgé. Il avait 19 quand moi j'avais 17 même. Mais vraiment, on partait dans cet état d'esprit. Le truc, c'est le fait d'avoir été appelé par la production, ça nous donnait le premier passe-droit au pré-casting. Après, c'est pas truqué, dans le sens où le pré-casting est assuré. On est tous passés. Tous ceux qui avaient été appelés par la prod, on est tous passés. Derrière, non. Par contre, on n'est pas tous passés. Et du coup, vient cette émission télévisée, Popstar, où le premier jour de diffusion, il y a eu 1 million de téléspectateurs. Je suis passée dans la première émission en plus, parce que ça a été la reprise de l'émission. Donc, il y a énormément de gens qui m'ont vu. Et en fait, j'ai fait un peu le buzz de ce jour-là. À un point où le lendemain, je pars au boulot, une amie me dit « Mais Claire, mais t'as regardé le journal de Direct 8 et tout, ce midi, ils ont montré que ta prestation et tout. » Je dis « Mais quoi ? J'ai même pas été prise en plus. » Donc, je dis « Mais quoi ? Mais ils ont montré que moi Ouais. Et puis après, le soir même, il me passe dans Touche pas à mon poste à débattre de ma presta, etc. Et au final, derrière, ils m'ont pas retenu. Et dingue. J'étais en hors quota, ce qu'ils appellent. Je devrais pas le dire. Mais en fait, il existe des hors quota où ils devaient en accepter 60 dans toute la France, ils en ont accepté 80, 80 pour les non-suisses de bleu. Ils en ont accepté 80 au lieu de 60 et je faisais partie de ces 20-là hors quota. Le problème, c'est que pendant l'émission, ils ont montré « Tu viens à Paris ». Donc après, ils ont dû s'expliquer pourquoi j'y étais pas finalement. Et je suis la seule qui était dans ces hors-quotas à qui ils ont montré jusqu'à la fin, jusqu'à donner le ticket. Donc après, ils ont dû expliquer. On les voit en train de débattre autour d'un tableau. Ouais, mais lui finalement, non, nanana. Et c'est comme ça qu'après, voilà. Ils montent le truc, quoi. Et derrière, un petit producteur d'un petit label indépendant qui n'en était pas réellement un, mais quand t'as 17 ans et que voilà... Tu crois vite les choses. T'y crois et il te met des paillettes dans les yeux et voilà, me contacte pour faire un premier EP. Donc je pars, du coup, après mon bac, prendre une année sympathique, une année un peu sabbatique, en gros, pour faire que de la musique. Si t'as ça qui s'ouvre à toi, tu te dis pourquoi pas. Je voulais tenter. J'avais même pas attendu les résultats du bac que j'étais partie, donc si je passais au repêche, je pouvais même pas être au repêche. Mais bon, je savais un peu que je l'avais, j'étais assez bonne élève quand même, donc je savais que je l'avais pas mention, mais je savais que c'était ok. Ah, tu l'as, c'est bon. J'ai toujours été bonne élève avec pas mal de facilité, sans vraiment réviser ou comme ça. J'atteignais des 12-13 au bac. C'est bon, c'est suffisant. Et du coup, je pars une année en tout, mélangé entre quelques mois en Bretagne pour du studio. Donc, je fais mes premières expériences de vrai studio d'enregistrement, shooting, tout ça. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Tournage de clips, prod de maison, encore peut-être de plus basse qualité. Enfin, attention, c'est pas pour... Tu vois ce que je veux dire ? Mais vraiment, non, vraiment, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Coupé au montage. Non, mais genre, pour dire là à quel point c'est pro par rapport à ce que j'ai eu. Et pourtant, on parle de soi-disant maison, de label, tu vois. Bien sûr, donc tu penses label, tu penses moyen, quoi. C'est ça, un minimum. Et du coup, il s'avère que le caméraman en fait de mon clip était caméraman pour TF1. Et de The Voice particulièrement. Et du coup, il me met rapidement en contact avec Bruno Berberes, qui est le directeur de casting de The Voice, pour que je passe directement à The Voice en échappant aux étapes éliminatoires. Casting, machin. Du coup, je vais au dernier casting de The Voice avant le jury retourné. Ça a été une expérience incroyable parce que tu te retrouves dans les studios de musique live production, en dessous, dans les souterrains où il y a les entrées des artistes que personne connaît. Il y a des studios, il y avait Alex Hepburn qui était en train de répéter juste à côté de là où je faisais le casting au moment du Rock en scène à ce moment-là, parce que c'était en septembre. C'était une dinguerie. Puis ça, c'était du coup à mes 18 ans, donc un an après. Et non, même pas, parce que Popstar, c'était... je suis passée à la télé la veille de mes 18 ans. Donc le 28 mai, et du coup en septembre de la même année, je partais pour The Voice. 4 mois après, même pas. C'est ça. Et ça a été une expérience de dingue parce que
t'as des cours de chant avant les auditions, c'est un truc. Ils te préparent, c'est quoi, béton. en fait. T'as un truc comme ça pour les castings. C'est vraiment. Ok. Tu les vois même pas en face de toi. Les jurys, t'as des cours de chant avant. Il y en a 12 en face de toi. Il faut que les 12 soient d'accord, sinon tu passes pas. Voilà. T'as des listes imposées de chansons. Il faut que tu choisisses dans une liste. Tu peux pas choisir les chansons c'est autre chose que tu veux. Popstar, quoi. Là, c'est en fait The Voice, c'est un peu la crème de la crème dans le sens où c'est du recrutement. Okay. C'est eux qui vont aller se déplacer dans les comédies musicales pour aller chercher les gens. C'est pas toi qui vas t'inscrire comme ça et qui pense être pris. Et t'arrives là-bas, ils te demandent tout de suite par qui t'es arrivé, déjà. C'est la première question qu'ils m'ont posée, moi, perso. Et pour t'inscrire, il faut que tu donnes ta plaquette commerciale ou un CD. Ok, donc t'avais rien. Bah si, j'avais tu venais d'avoir premier EP. Donc t'as pu leur présenter ça, quoi. C'est comme ça que je suis passée, on va dire, voilà. Et après, peut-être que c'était dans le cadre où moi, je suis allée directement, tu sais, au dernier, que du coup, ils te disent pourquoi t'es là, t'es arrivé par qui ici, vu qu'avant, on t'a pas vu. Tu vois, c'était peut-être... Ouais, bien sûr. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas pour tout le monde le cas pareil, mais... Et de là, il s'ensuit plusieurs mois de résidence dans des bars, tous les vendredis dans tel bar, tous les samedis dans tel bar, et puis je prends le cachet d'un artiste solo, donc je me fais quand même, je suis toute seule, donc guitare-voix, je gagne quand même bien ma vie, entre guillemets. Ça, c'était où? C'était à Paris? Non, ça c'était chez moi, à Bayonne. Ok, chez toi. Je me retrouve un peu à aller de bar en bar, faire des petits concerts qui marchent plus ou moins. Je me retrouve une fois, ce que je te racontais tout à l'heure, déménagement de mon frère à Paris, donc je me dis, vas-y, quitte à monter à Paris, je vais essayer de trouver des bars. Scènes, voilà, donc j'ai fait deux concerts à Paris. Je me retrouve contactée aussi par AXA. Ça a été le plus gros concert que j'ai fait en termes de pour un truc en malade mental. Mais malade mental. Et je me retrouve contactée par AXA pour la réunion des dirigeants européens d'AXA. Donc AXA Italie, AXA, voilà. Ils font une réunion tous les ans à la Défense à Paris. En mode, ils se font une semaine de réunion ou quelques jours, et à la fin de ces quelques jours, à l'issue, c'est petit four gants blancs, ils boivent un petit verre, mais pas trop parce que, voilà, la Défense. Et ils font venir un artiste, mais que personne connaît, pour chanter. J'ai littéralement chanté 15 minutes, j'ai été payé 500 balles. C'est rentable. 500 balles. C'est très rentable. Et ils m'ont payé les billets t'es rentable quand de t'es train. personne. Ils m'ont fait venir 2 jours avant pour pas que je sois trop fatiguée. Dans un hôtel à la Défense, j'avais vu sur la Tour Eiffel, non mais la totale. Incroyable. Tu fais 15 minutes de chansons, je suis allée sans réviser rien. Les 15 minutes, c'est 3 chansons, quoi. Donc, et 500 balles, comme ça. Et derrière, t'as 15 minutes de questions-réponses en anglais parce que c'est quand même des gens qui ont besoin de matière grise et tout ça, tu vois. Et à ce moment-là, je venais de rentrer en école de police, au même moment. Et du coup, ça c'est un des concerts les plus what the fuck au final que j'ai fait, outre les autres, enfin voilà. Et au final, derrière, je rencontre je suis en contact en fait avec un studio indépendant, un label indépendant de chez moi, mais par contre là, vrai label. Genre, grosse prod, il n'y a qu'une artiste produit, mais il tourne des clips aux États-Unis pour 200 000 balles de budget. Tu m'avais montré ça, en question, avec des acteurs, enfin. Et il y a une artiste en fait qui est produite par ce label-là, mais c'est un truc. Tu vas dans le studio, tu fais c'est pas ce que j'avais avant. C'était des gars. Mais tu as dû connaître le groupe Eskimo à l'époque. Eskimo? Ouais. À l'époque de Jenali, etc. Ah oui, bien sûr. C'est eux. Elle avait fait un feat avec ce gars un peu émo, machin. En fait, c'est eux. C'est leur studio maintenant. Et leur label maintenant. Et il s'appelle Forest Productions, justement. Et du coup, je suis contactée par eux parce qu'un artiste dans la région avec qui ils travaillent, je ne sais pas s'il était signé là-bas ou pas, en réalité. Elle est en train de me dessaper, elle encore. Je ne sais pas s'il était signé là-bas ou si peut-être ils louaient leur studio pour enregistrer, je ne sais pas. Mais en gros, ils me disent, on cherche un duo. On veut un duo féminin. Je pourrais te le faire écouter si tu veux. Et à ce moment-là, toi, tu n'étais plus en contact avec ton binôme. Ancien. Ah, binôme. Non, lui, on avait arrêté entre-temps et maintenant, lui est au Brésil. Il vit que de ça. Son père est connu là-bas en tant que musicien au Brésil. Et voilà. Et du coup, ils veulent mon contact pour faire un duo avec un autre artiste, Oyan, pour son album, son EP, qui allait sortir. Et en fait, arrivé en studio, le feeling passe trop bien.
Quand il me demande de faire des sons, etc., en gros, à la fin, il me dit texto, oh, c'est bien, on a normalement une session de 4 heures, là on l'a fait en 2 heures, c'est bien, et j'ai tout ce qu'il me faut, on a toutes les prises, en vrai c'est cool. Et à la fin, on boit un petit café, machin, et il me dit... il me fait comprendre qu'en gros, ouais, on aimerait bien te produire, on est chaud pour essayer de faire quelque chose avec toi et que tu deviennes un peu la 2e ou 3e, si Oyan était aussi signé, artiste du label, tout ça. Du coup, moi, trop chaud patate, on commence déjà tous les shootings photos pour faire une première plaquette commerciale. Il voulait déjà se tourner vers une direction artistique style JCJ. Enfin, vraiment, c'était un truc, le truc de l'époque qui fonctionnait bien aussi. Mais voilà, on part faire les boutiques, il m'achète tous les trucs neufs, machin, pour les shootings photos, un vrai photographe qui vient, machin, nana, dans le studio. Enfin, c'était une dinguerie. Au final, je me retrouve maintenant avec des photos incroyables de cette époque-là, et voilà. Et c'est un peu tout ce que j'en ai tiré. Et enfin, non, avec l'expérience et les gens que j'ai rencontrés, voilà. Et derrière, on commence des petites maquettes, tout ça, sur des reprises, tout ça. Et puis vient mon entrée en école de police. Ouais. Et il faut savoir une chose, c'est que celle qui était signée, la seule artiste, ou du moins le plus gros budget qui était versé pour la seule artiste du studio, était la femme du producteur à ce moment-là, la copine du producteur. Quand je suis partie en école de police, moi, je leur ai averti qu'en gros, pendant 3 mois, je ne serai pas là, mais que je reviens dans 3 mois, que je vais redescendre certains week-ends, et un peu en mode, est-ce que ça pose problème ? Oui, ça pose problème. Et ouais, en même temps, tu t'engages dans un... Enfin, ça me paraît... Moi, ça me paraît logique à leur place, tu vois. Je me dis, tu viens dans une école de police pour devenir policière, tu vois. C'est pas pour partir 3 mois. En tant que policier. Ah, non, c'est dans l'autre sens. Ah oui, c'est le studio à qui j'ai demandé. Je leur ai dit, est-ce que c'est OK qu'on puisse mettre en stand-by un peu, en sachant que je reviens quelques week-ends s'il y a besoin d'enregistrer des trucs. Sûr. On n'avait pas fait non plus des trucs de fou. Et pour eux, ça n'allait pas. Pour elle, c'est elle qui au final a pris la décision. Ça n'allait pas du tout, que si j'étais pas prête à me lancer dans la musique à 100%, ça n'allait pas le faire du tout, et que ouais, sauf qu'il faut une certaine sécurité. Enfin, je sais pas, paye-moi 1500 balles par mois et après, si tu veux, je me lance. Si tu veux, pour les 3 mois, on discute, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, ok. Et bon. Et ça s'est arrêté comme ça. Et en mode, bon, écoute, on voit que t'es pas motivé, tout ça, que ça sert à rien, du coup. Et ça s'arrête là. Et mon histoire dans la musique s'arrête là, pendant des années. Ouais. C'est mis en pause. De ces expériences un peu... Mais du coup, tu chantes plus, tu joues plus de guitare, maintenant, si. Pendant cette pause, mais après... Alors, c'est là où c'est... Elle est dure, cette histoire. Ouais. C'est là où c'est marrant. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui arrive au hasard dans la vie, mais voilà. C'est mon grand-père qui m'a lancé dans la musique à la base. Et ça, je ne l'oublie pas. Et... une fois que j'arrive en Suisse, donc je fais mes années police, je déménage en Suisse, etc. 2 ans après, on m'annonce que mon grand-père décède. Pendant la période de Covid, manque de place en soins intensifs, il n'a pas pu être sauvé. Je fais plus rien. Pendant toutes ces années dans la musique, je ne fais plus rien. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais une petite page Facebook où je mettais les covers, etc. Et vu que j'ai pas pu descendre à l'enterrement à cause du Covid, pour moi, j'avais quand même besoin de lui dire au revoir. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me dis, je vais faire quelque chose d'un peu qui est symbolique pour moi. Je reprends ma guitare pour la toute première fois. Je vais me mettre en haut dans les montagnes, à la perdue en Suisse. Je prends la croix arménienne, la représentation de celle de mon grand-père autour du cou. Et je reprends une chanson basque qui représente ma grand-mère aussi. Je poste ça à l'heure où ils le mettent dans le caveau. Personne ne le sait, parce que c'est pas écrit dans la vidéo, mais c'était pour moi une façon un peu... Voilà. Et à 15h, il le mettait dans le caveau. Je me dis, je poste ça sur Internet à cette reprise-là. De Laouté Latou du groupe Itoys de ma région. Et là, ça faisait combien de temps que tu n'avais plus touché à la musique ? Oh waouh, ça faisait 5-6 ans. Ok, quand même. 5 ans, une grosse période. Entre 4 et 6, je ne pourrais pas dire exactement, mais entre 4 et 6 ans, où plus chanter, plus de guitare, plus rien. Et au moment où je poste ma vidéo sur... Ici, 8 minutes de rec. Tu veux qu'on relance maintenant ? Non, moi je suis comme vous, je te dis pour faire. Ok. Et au moment où
où je poste la vidéo. Le lendemain, il y a une page Facebook de ma région avec des centaines de milliers d'abonnés qui reposte ma vidéo. En 10 jours, la vidéo fait à peu près 110 000 vues. Ok, déjà deuxième buzz dans la musique. Entre guillemets. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue parce que tu m'as lancé dans la musique. Tu me remets dedans. Quand... Ah ouais. C'est mon grand-père, pour la deuxième fois, qui me relance dans la musique, en fait. Et ça a été le point de départ du renouveau musical. Oui et non, parce que derrière ça, en fait, ça a été le point de départ de la réflexion, déjà. Parce qu'il m'a fallu quand même un moment de réflexion. Et oui, je voulais refaire de la musique, mais bon, en Suisse, il faut savoir une chose aussi, niveau culturel, on n'est quand même pas très fourni, il n'y a pas beaucoup d'opportunités comme tu peux avoir en France, en Belgique, etc. Et ça a été du moins le point de départ d'une nouvelle réflexion de... Ça me rattrape à chaque fois, en fait. C'est dingue, ça me rattrape à chaque fois. C'est un truc qui te lâche jamais vraiment, de toute façon. Comme si, genre, en mode, non, c'est pas fini, tu vois. Comme s'il m'avait dit vraiment, t'as vu, c'est pas fini. Il faut que tu continues. Il y a un truc qui m'appelait là-dedans. Et du coup, ça a été au moins le début d'une réflexion. Après, j'ai vécu, bon, tu le sais, mais j'ai vécu quand même des années assez très, très, très compliquées dans ma vie, jusqu'à il y a pas très longtemps au final. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a peut-être un peu stoppé la réflexion ou la ralentir, ou pas du bon point de vue. Puis t'as d'autres priorités aussi. C'est ça. Bon, derrière, voilà, s'ensuit Covid, la séparation avec mon ex, licenciement, changement d'appart, bref, t'as autre chose dans ta vie plutôt que de te dire question existentielle de est-ce que je me remets dans la musique ou pas. Bien sûr. Et de la découverte de Twitch, du coup, vient cette réflexion logique de un jour je ferai des streams musique. Mais commencer dans ma cuisine avec mon micro-casque et mon truc, ça te paraît... Puis quand tu commences, tu connais rien en technique, tu sais pas comment faire. Le son, je déteste ça, tu sais à quel point je déteste le son. Je sais, j'ai passé 3 jours à monter ton PC à distance, je m'en souviens. Je déteste le son, moi ça c'est un truc. Bien, et enfin côté ingé son, côté technique, voilà. Et du coup, mais c'est de là que du coup a recommencé ce truc pour la musique en fait. Ok. Je suis curieuse de savoir comment ça peut-être recommencera à nouveau ou évoluera. Bah en tout cas, ça a déjà évolué, puisque maintenant, tous les dimanches, tu fais des live musique sur ta chaîne. Et tous les lundis, tu postes, enfin quasiment tous les lundis, tu postes des covers aussi. Ouais, ça va passer bientôt à ça va passer à une fois toutes les 2 semaines, pardon. Ok. Pour un peu commencer à m'alléger un petit peu de travail, parce que j'aimerais aussi me concentrer sur d'autres types de contenus, dont les live conseils canin en IRL. Ok. C'est pour ça que tu as acheté une partie de matos aussi pour faire des lives IRL. Ouais. Aussi, ouais. Et puis, ça va être des lives en organisation, c'est quelque chose, tu vois. Ouais. Pour aller démarcher des professionnels du milieu canin. Bien sûr. Surtout les premiers, ça va être dur. Mais en même temps, ultra excitant, parce que c'est nouveau, parce que... Complètement. C'est trop bien. Tu vois, là, et il y a même quelques mois en arrière, on en reparlera du coup peut-être dans quelques mois ou quelques années, vu qu'à chaque fois, ça se produit pareil. Ce que je rêverais, là, au niveau du conseil canin, c'est pouvoir aller faire en IRL un live conseil canin avec des mushers. Tu vois ce que c'est, conducteur de chien de traîneau. Ah oui, d'accord, ok. Pouvoir présenter ça en live. Putain, c'est... Peut-être que dans quelques mois, je pourrais dire tu te souviens, il y a quelques mois, je dirais c'était mon rêve de pouvoir lancer ce live conseil canin. Bah ouais, et puis ça se fait dans nos régions aussi. T'es pas forcément obligé d'aller super loin pour ça. En Suisse, on a. Ouais, en Suisse, on a. Et ça serait un premier pas pour après peut-être un jour aller vraiment dans des pays en fait, en IRL. Parce que dans ce pays-là, il y a une race de chiens bien précise où la race vient de tel pays, etc. Et du coup, tu peux trouver des élevages vraiment où tu as les vieilles lignées, les vieilles générations de chiens. Enfin voilà, ça peut être tout un délire comme ça que je pourrais amener sur Twitch. Ça, c'est ton ambition au niveau des conseils canins, c'est ce que tu aimerais mettre en place, quoi. Celui dont, alors en IRL et en faire plusieurs types. En fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir... faire un live conseil canin IRL avec un toiletteur, tu vois, et que je puisse avoir Mindy comme cobaye. Alors, évidemment, ça serait toute une question de... Il faudrait que je puisse réserver le salon, machin, nana. Et puis être sûr que tu puisses, avec la personne, dire lui que amener de la visibilité. Et aussi, tu vois, et aussi, à terme, ça, j'ai pensé, mais ça serait... Je sais pas encore si j'ai envie de autant rallier les deux ensemble. J'aimerais pouvoir faire les lives conseil canin avec mes clients en éducation canine. Pour que les gens puissent suivre un peu sous format d'épisodes. Voilà, tel chien, épisode 1, épisode 2, épisode 3.
Mais en fait, c'est peut-être un format qui se prêterait plus à YouTube qu'en live. Peut-être aussi, ça peut se discuter sur d'autres formats, se penser sous d'autres formats, mais en fait, je serais un peu... Je pense pas être prête, parce que j'ai cette double casquette de... Je suis patronne et en même temps, donc j'ai ce côté un peu sérieux avec mes clients, machin. Et à côté de ça, je joue à Goose Goose Duck sur Twitch. Tu vois ce que je veux dire ? Et je suis peut-être pas prête à assumer cette image encore au niveau de mes clients. Ouais, de leur dire que d'un côté, tu fais ça. Et en même temps... De perdre un peu cette image, de perdre cette image, et en même temps, je sais que ça déplairait pas forcément. Et non, que voilà, et puis les mentalités avancent aussi à ce niveau-là, tu vois, que c'est pas parce que dans ta vie professionnelle, tu es cette personne que dans ta vie personnelle, même si le Twitch reste professionnel, bah, tu peux pas avoir d'autres centres d'autres intérêts, tu vois. Le jeu vidéo se démocratise de plus en plus, etc. Tu vois, et la création de contenu encore plus. Donc... Oui, mais pour l'instant... Ouais, c'est un travail sur toi-même aussi. Je suis pas encore à l'aise de pouvoir associer les deux, de ma casquette de patronne et en même temps mon côté un peu plus en live, un peu plus délire, un peu Bien plus sûr. un de mes clients qui arrive quand je fais Brit, à un moment donné, tu vois, il y a des trucs que j'ai pas envie qu'il sache, je veux pas qu'il voit. Ça peut être délicat de se partager. Alors, aujourd'hui, on va éduquer votre chien. Vous avez un chihuahua, c'est super. Ça peut paraître un peu désordre. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a tout un côté que j'assume pas dans ma vraie vie à côté de mes clients, envers mes clients. Ouais, bien sûr. Et mine de rien, est-ce que c'est à cause de l'image encore que les gens ont de tout ça ? Non, des gens qui faisaient de la télé-réalité, de tout ça, ça se rapproche un peu à cette image-là, en mode où t'es streamer, tu fous rien, quoi, tu joues aux jeux vidéo et voilà. Puis déjà, les gens ne connaissent peut-être pas forcément, tu vois, tes clients, ça se trouve, ils n'en savent rien de ce que c'est un streamer, qu'est-ce que ça représente, etc. Complètement. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore prête à penser encore comme ça, mais un jour, je pense que ce format ou YouTube, tu vois, mais ce format de suivre un chien et son évolution, ça pourrait être super intéressant à apporter à la plateforme ou sur YouTube. Ok, j'ai une question de ici Lloyd. Quoi ? Ouais. T'as des questions des gens de la commune ? Très vite fait, j'avais demandé. Waouh ! J'avais évidemment dit à tes modos qu'on embrasse tous très non fort, que j'allais faire une interview de toi, qu'on allait en tout cas discuter sur un canapé. Et si eux, ils avaient des questions à te poser, tu vois, ou des trucs qu'ils aimeraient bien t'entendre dire. Tu vois. Sérieux ? Déjà, quel modo tu préfères ? J'étais sûre. Est-ce qu'on peut sortir de la cave ? Est-ce qu'on peut avoir du pain en les plus ? questions, les classiques, tu vois. Quel modo je préfère ? C'est une vraie question. Non, c'est pas une vraie question. J'avoue, je l'ai parce que bon... Il y a Lloyd qui demandait qu'est-ce que t'aimais le plus dans Twitch d'une première partie, mais aussi qu'est-ce que tu détestais le plus ? Ce que j'aime le plus... Je pense que c'est aussi plus, mais dans la création de contenu en général, tu vois, les meilleurs côtés, mais les pires côtés aussi, tu vois. Ouais. Ce que j'aime le plus, je pense qu'il n'y a pas photo, j'ai pas vraiment besoin de réfléchir à ça, c'est la commune. Ouais. C'est l'aspect communautaire. C'est le moteur. Réalité. C'est eux qui me poussent. Ça, c'est ce que je t'ai expliqué quand je vois. On a fait ce subathon, ce live anniversaire. Ouais. La veille, les gens faisaient leur tube pour pouvoir avoir leur plat en avance, comme moi, en fait. Pour pouvoir pas louper une partie du live. Il y en a même un, il a posé un RTT pour ça. Il y a comment les gens sont allés faire des courses avant pour acheter des Kinder et bouffer des Kinder devant mon live parce que les Kinder c'est devenu ils savent que c'est ce que je préfère et voilà. Les modos qui travaillent mais comme des malades qui veulent s'investir, qui sont tout le temps en train de me rabâcher, arrête et donne-nous du boulot, arrête de tout faire parce que je veux les préserver, machin, il y a toujours... Parce que ça reste du bénévolat aussi, la modération, et c'est dur parfois et moi je me sens tellement pas legit et en plus je sais à quel point c'est du boulot et qu'il est dur et qu'il peut être ingrat et du coup je me dis c'est bon, ils ont leur vie, je vais quand même pas en plus leur surcharger avec ça, si je peux le faire, je fais, c'est bon, c'est pas grave, ça me prend pas beaucoup de temps, puis après je me fais taper sur les doigts. Parce qu'ils demandent des réunions modo, ils sont pas contents parce que je fais tout. En fait. Et en fait, moi je le vois d'un côté, je veux les préserver, et eux le voient d'un côté, ce que je comprends tout à fait. On n'est pas assez bien pour le faire. Enfin, on n'est pas. Tu ne fais pas assez confiance. Et tu vois ce que je veux dire ? Et ce que je peux comprendre, mais c'est tellement pas ce que je veux faire ressentir. Non, bien sûr. Mais non, mais l'aspect communautaire, moi je le trouve dingue chez nous en particulier. Il est waouh, vraiment, il se crée des choses. C'est des dingueries. Je vis avec eux. C'est littéralement.
les gens qui font leur tube avant pour pas louper une seconde de mon live, des gens qui finissent par pleurer à la fin de mon live. C'est fou de voir l'investissement, en fait, tu vois, alors que toi, tu te dis, mais je suis personne, tu vois. Mais je suis là, wow, les gars, genre... Tu sais, pour moi, c'était vraiment en mode, les gens vont me dire, ouais, son live à Nive, cool. Mais tellement pas, c'était une hype qui a été créée autour de Steven, qui est aussi, dingue. Tu vois, parce que si tu prends trop la confiance, alors je pense que tu passes dans le côté un peu... une grosse tête. Un peu hautain, et tu prends la grosse tête, quoi, tu vois. Mais non, moi, j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qui suscite autant de hype et autant, tu vois, autant de trucs autour de tous ces events, autour de tout ça, autour de ce qu'on fait sur Twitch tous ensemble ou de ce que je produis peut-être indépendamment. Je sais pas qu'est-ce qui réellement leur met la hype comme ça. Ça doit être différent à chaque aussi, et puis ça doit être différent pour les uns et pour les autres. Mais moi, c'est ça qui me donne envie, en fait, tous les jours, de me dire je vais leur amener ça, je vais leur apporter ça, je vais leur donner ça, je vais leur... voilà, c'est toujours, je réinvestis tout pour la Chine, ils vont être trop contents, il y a de nouvelles pages de clips, il y a tout ça, il y a machin, et c'est ça, en fait. J'aurais pas de réaction en face que, évidemment, tu fais pour toi, quoi, mais ça, je sais pas, sinon, ça dans ce cas-là, suffit tu pas. fais pas un stream, tu vois, ça sert à rien. Tu fais pas de la création de contenu si tu veux pas susciter une réaction déjà de base, dans tous les cas. Donc, du coup, en avoir autant, ça... En fait, ça devient un moteur, parce que ça devient une chaîne, c'est-à-dire que tu crées du contenu, tu as des retours, les retours te poussent à créer du contenu. Et j'ai aussi maintenant, et j'ai beaucoup de chance d'avoir cette équipe de modérateurs, justement, ils sont incroyables, et ça a mis du temps à construire une si belle équipe. Beaucoup de temps. Et en plus, ils sont entre eux très soudés du fait de travailler aussi pour la chaîne. Donc, ça a créé des liens entre eux qui sont géniaux. Et en plus, c'est là que je me rends compte aussi que j'apprends à déléguer. J'ai appris énormément de choses sur moi depuis que je suis sur Twitch. Et ça m'a... On apprend beaucoup. Ouais, j'ai changé. Vraiment, j'ai changé. En positif. Et oui, vraiment. Et déjà, j'ai appris... Pardon, ça va faire un peu Calimero. Mais j'ai appris que je pouvais plaire dans ma vie. Ouais. C'est un truc, tu sais, on a tous connu le visu à l'école, le machin. Et puis l'image qu'on a de soi, personne ne peut jamais la juger. Et j'étais cette personne-là. Ouais. J'étais celle qu'on visutait à l'école, qui avait pas beaucoup d'amis, qui était bizarre, je l'étais. Et en fait, Twitch m'a juste montré en fait que, non, en fait, je pouvais être aimée, tu vois. Ouais. C'est con, mais et par plusieurs gens, et par plusieurs personnes, et voilà. Et du coup, c'est Modo aussi qui s'investissent d'arrache-pied. En fait, c'est aussi là que je me rends compte que j'arrive petit à petit à déléguer. Et donc, j'apprends sur moi, j'évolue. Et qu'en plus, ensemble, on est plus fort, quoi. De toute façon. Ensemble, on a plus d'idées, on avance plus vite et on est plus fort, quoi. Donc, ce que tu préfères, c'est la commu. Ah ouais, sans hésiter. C'est la commu, avant tout. Ok. Vraiment. Est-ce que tu détestes on va dire même, parce que tu détestes la pire partie du job. Il n'y a rien que je déteste en réalité, mais vraiment. Même les heures de montage, ça te plaît pas. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien que je déteste, mais les réseaux sociaux. En fait, non, je sais même pas ça. C'est la quantité de travail fourni pour parfois le 300-400 vues sur TikTok, le machin, mais même... C'est même pas, en fait, parce que ça devient tellement machinal de faire des montages, machin. Et puis moi, désolé, mais il y a des fois, je regarde mon montage, je suis mort de rire, tu vois. Okay. Enfin, je rigole à mes propres conneries. Tant mieux. Au moins, ça fait passer le truc. Pour le coup, il y a des fois, je rigole à mes propres conneries et je suis quand même contente de les poster, même si, je sais que la commu, ils vont rigoler, même si ça m'apporte pas forcément de nouvelles personnes ou comme ça. Je sais qu'eux, ils vont rigoler, ça leur fait du contenu à regarder s'ils ont envie et donc, je me retrouve quand même toujours une satisfaction d'avoir fait quelque chose dans ce milieu. Par contre, c'est clair que... Alors, c'est bon, j'ai trouvé ce que je déteste le plus. C'est bon, j'ai trouvé. Je me disais aussi. Ouais, j'ai trouvé. Ce que je déteste le plus... Maneldil. Ah non. Ah, pardon. Mindy. Désolé. Non, alors, je pense pas que tu vas forcément t'y attendre, mais ce que je déteste le plus sur Twitch, c'est autant en tant que streamer qu'en tant que viewer, qu'en tant que personne de l'extérieur, la minimisation de notre travail. Ah ouais. Ça, je déteste. Ok. Parce que quand t'entends Pierre-Paul Jacques t'expliquer que tu lances un logiciel de stream et que tu joues à un jeu, il y a streamer et streamer. Faut arrêter. Il y a streamer et streamer.
et voir à quel point on est dégradé alors qu'il se rend même pas compte en fait le nombre d'heures en off qu'on peut faire. Et pour tous les logiciels, le Discord, à chaque fois que tu as un bug dans n'importe quel logiciel. C'est pour ça qu'il y a streamer et créateur de contenu et c'est pas la même chose. Un streamer, c'est quelqu'un qui lance un live, qui joue à un jeu vidéo, qui fait une activité en live sans pour autant. Créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va se donner dans son activité. Et nous, on est les deux. On en parallèle. Enfin, oui, mais on fait le taf du moins des deux casquettes. Et en fait, tu dois avoir toutes ces casquettes-là et t'entendre Pierre-Paul Jacques qui a lancé 2 streams Apex dans toute sa vie et qui va t'expliquer la vie en te disant « Ouais, mais moi, nanana, je sais ce que c'est facile. » Ou alors ouais, mais non, la base sur Twitch, tu sais, moi j'ai commencé, j'ai investi 2000 balles de matos, direct, machin, nana, et qui après, 1 heure après, va finir par dire non, mais moi de toute façon, si je stream, c'est pour mes potes, pour rien. Oui, bah oui, t'investis 2000 balles de matos pour tes potes, alors que les streams Discord, ça existe, et que voilà. Oui, puis, non, mais en fait, c'est ça que je déteste sur Twitch. C'est de la même graine que ceux qui arrivent et qui font leur pub sur ton live, tu vois. Pour moi, c'est le même genre de truc. Oui, ça peut être reflété à ce genre de tempérament-là. Ouais, complet. Ils peuvent avoir ce trait de caractère-là, mais alors ouais, ce que je déteste le plus, c'est vraiment le fait qu'on ne voit pas et qu'on se dise que streamer, c'est ça. Parce qu'à une époque, c'est vrai. Si tu regardes, oui, il y a des streamers qui aujourd'hui sont connus. C'est la base. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas. Voilà. Et sauf que maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour attirer du monde, il ne faut pas être que streamer. On est tellement trop sur la plateforme, on propose. Il faut sortir du lot aussi parce qu'on propose, mine de rien, tous les contenus. Donc ça, je l'ai dit, dans un TikTok, ça n'a pas plu aux gens qui se sentaient concernés, mais pour moi, c'est ma vérité. C'est pourquoi les gens iraient voir un contenu chez vous alors qu'ils peuvent aller le voir chez quelqu'un qui est connu pour ça ou qui a une certaine façon d'animer, où il y a un truc en plus, où il y a un concept derrière le jeu ou comme ça. Alors que, oui, évidemment, cliquer sur un bouton, télécharger Streamlabs, évidemment. Tout le monde peut le faire. Et des gens ne peuvent pas prétendre à pouvoir gagner sa vie en cliquant sur un bouton, lancer un stream et avoir une webcam. Sinon, tout le monde serait au SMIC et serait streamer, en fait. Bien sûr. Et là, je parle vraiment des gens qui veulent aspirer à quelque chose dans le stream. Je ne parle pas à des gens qui font ça vraiment pour le kiff. Bien sûr. Mais vraiment ceux qui pensent que... ceux qui se mettent sur le stream pour les mauvaises raisons. Twitch, pour des mauvaises raisons, tout simplement. Ouais, je veux avoir du monde, je veux avoir de l'argent, je veux avoir de la visibilité. Une célébrité qui a l'air facile quand tu regardes. Qui a l'air facile d'accès, parce que Twitch nous donne aussi la facilité d'accès. Tout le monde peut streamer. Mais il y avait la même chose avec les youtubeurs quand ça arrivait. Tout le monde voulait devenir youtubeur. Squeezie n'est pas devenu Squeezie en un jour, et parfois il y a la part chance aussi qui va jouer beaucoup. C'est pas parfois, c'est très souvent. C'est un fait, tu vois, mais c'est ok, tu vois. C'est ok. C'est ok, hein, tu peux donner ton mais travail. Sauf que cette part chance, elle peut pas arriver à tout le monde, et elle arrive sur le pourcentage, même pas le demi-pourcentage de streamers présents. Faut être là au bon moment, et encore quoi. Et ça, c'est ce que je déteste le plus, c'est encore ce côté. Ah ouais, tu fais quoi sur Internet, là ? Tu sais, ce côté un peu que j'ai eu, discours de ma mère, hein, typiquement. Hein. C'est quoi tes trucs, là, sur Internet, là ? On appelle ça tes streaming. Et tu fais toujours ton streaming. La prochaine fois que tu appelles ça ton truc, là, je t'en parle plus. Voilà, parce que ça y est, à un moment donné, j'en ai marre, tu vois. Enfin, en fait, c'est tout ça. C'est ce côté je peux comprendre pour cette génération. Enfin, j'ai pas le cas parce que mes parents s'intéressent beaucoup à mes lives, mais je peux comprendre. Mais quand tu leur dis que Jean-Luc Mélenchon est dessus, là, tout de suite, ça commence à prendre du poids. Tu vois ce que je veux dire ? Ou Samuel Etienne. Ah bon ? Mais parce que le statut. On est dans une génération où le statut prime aussi. C'est bien aussi parce que ça fait un lien dans le sens où je peux comprendre qu'ils soient détachés de ça et qu'ils comprennent pas ça, tu vois, qu'on puisse gagner sa vie avec Internet. Je peux comprendre, tu vois. Et qu'un personnage de la télévision comme Samuel Etienne aille là-dessus, tu sais bien, c'est parce que ça fait un lien, justement. Évidemment, et ça fait avancer les choses. Évidemment, ça fait un lien. Mais dans le fond, tant qu'il n'y a pas quelqu'un de connu ou un statut plus haut que le tien, toi, je te prends pas au sérieux. Tant que quelqu'un de connu l'a pas fait. Cette génération-là, désolé, mais elle est beaucoup comme ça, hein, sur le statut prime. C'est un avocat, c'est un médecin, c'est nana, donc quoi, ça en fait quelqu'un de bien, jamais de la vie. Enfin, ça en fait quelqu'un qui gagne sûrement bien sa vie et qui travaille beaucoup aussi, de toute façon. C'est ça, en fait. Enfin, uniquement, ça en fait pas pour autant quelqu'un de bien et les autres doivent être dévalorisés pour autant, ou, tu vois, et c'est ce côté-là. Bon, j'ai une relation particulière avec ma mère. Après, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, c'est tout ça, c'est tout ce côté-là encore. Mais bon, c'est plus de la méconnaissance, de la désinformation, le côté, c'est tout frais, hein, ce côté Twitch là qui commence à grimper. Nouveau, ça a 10 ans maintenant. Mais j'ai hâte que ça passe.
J'ai hâte que ça passe et j'ai hâte aussi que, au moins, si peut-être cette vidéo en plus peut aussi servir à certaines personnes de voir le métier streamer comme autre chose. S'ils peuvent voir ça aussi de notre point de vue, aussi en mode. Bien sûr. Non, il y a vraiment streamer et créateur de contenu, comme tu dis, et souvent, on doit avoir les deux. Ouais. Et on bosse, mais vous vous rendez pas compte, mais en dehors des lives, on fait déjà notre 35 heures en dehors des lives. Bien sûr. Littéralement. Bien sûr. Et après, à ça, t'ajoutes les lives, et après, à ça, t'ajoutes un peu le taf exceptionnel, Bien parce sûr. que tu te dis, je vais sortir une vidéo YouTube, celle que je sors une fois tous les temps de temps. À ça, t'ajoutes, tous les lundis, il y a les plannings, les machins à faire sur tous les formats, machin. Évidemment, il y en a qui font pas. Évidemment. Et il y en a qui lancent un stream et qui fonctionne. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais si tu veux devenir streamer demain et que tu pars déjà dans cette optique-là en voulant avoir du monde, accroche-toi, quoi. Ouais, ou alors faut le faire soit par passion ou faut avoir aucune attente. Mais c'est ça, en fait. Mais si tu le fais en voulant avoir du monde et en disant je fais pas de planning, j'y vais un peu YOLO, je me mets sur une grosse catégorie en plus, League of Legends, Valorant, WoW et tout ça, évidemment que dans 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, t'es plus sur la plateforme. Bien sûr. Évidemment. Parce que tu te rendais pas compte le temps que c'était en investissement pour le peu de rentabilité que ça t'apporte. Mais moi, ça m'apporte tellement. Enfin, c'est pas rentable, je parle au niveau financier, tu vois, mais pour la plupart. Pour moi, ça l'est humainement comme jamais ça l'a été. Ça peut suffire, tu vois, mais il faut avoir aussi le luxe du temps de pouvoir le faire, tu vois. Quand tu as un boulot, tu fais ta semaine de travail. Je pense que tu peux t'adapter. Un ou 2 lives par semaine, un jour de création de contenu, mais... Ça peut se faire, mais tu vois, il faut avoir l'ambition, l'énergie de se dire, je rentre du boulot. Si tant est que tu gosses, c'est ça, tu vois, si tant est que tu es célibataire et que quand tu rentres du boulot, tu n'as que toi à t'occuper, tu vois, pas d'animaux, rien, etc. Tu peux pas éventuellement. Pas d'autres activités à côté, ou peu souvent, ou comme ça. Mais tu as une vie de famille, tu as des obligations, etc. Je ne vois pas comment tu peux te dégager du temps de ça, tu vois. Difficile. C'est très compliqué. C'est difficile, ouais. Donc il faut avoir le luxe de pouvoir le faire aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ce que je déteste le plus, et c'est vrai que c'est en plus, comme tu dis, des heures et des heures et des heures de travail pour le moins de rentabilité possible. C'est clairement un boulot. Parfois rien. Parfois rien. Mais quand je vois rentabilité, là, on parle uniquement purement du côté financier ou du côté ramener des gens, ou du côté, je sais pas comment dire ça, mais visibilité, augmenter un peu la visibilité, ça t'amène parfois quasiment rien. Ou alors, il y en a qui ont beaucoup de chance, qui explosent sur TikTok et qui font. Ils jouent bien avec l'algo, ils connaissent bien. Et c'est pas pour autant que ça leur amène du monde sur Twitch. Tu vois, tu peux percer sur un réseau, mais selon ce que tu fais comme type de vidéo, pas forcément, clairement pas. Et en plus de ça, comment par contre, si on voit un autre type de rentabilité, on en revient à ce que je préfère au final, c'est la commune. Moi, Twitch, ça m'a changé. Ouais. Et comme je te dis, ça m'a clairement fait comprendre que, ça fait très Calimero, mais j'ai été capable d'être aimé, en fait, par des gens. Et que ça n'a jamais été le cas avant. Ou du moins, moi, j'avais l'impression que ça n'avait jamais été le cas avant, parce que je n'ai pas été construite avec des bonnes bases d'éducation, une éducation saine ou comme ça. Et du coup, ça m'a fait changer sur tellement de choses. Donc ça serait peut-être deux trucs, quoi. La commu, mais la non-reconnaissance du travail. Ouais, la minimisation, la non-reconnaissance et... Ouais, ça serait vraiment ça. Ok. Donc ça nous amène à une dernière question que je veux te poser. C'est quoi le futur? Une question d'ailleurs, je me permets, une question que j'emprunte à Greg, que j'embrasse. C'est quoi le futur de Claire? Le flouze. Du coup, la thune, le futur de Claire ou de KLR Stream? De KLR. Ok. J'imagine, comme on en parlait un peu tout à l'heure, avoir développé les live conseils canins et avoir créé un peu ce concept sur Twitch, d'aller à la rencontre de professionnels du milieu du chien, que ce soit autant toiletteurs, éleveurs, pour présenter ces professions-là, aller au cœur vraiment de leur travail et pouvoir apporter ce contenu-là sur Twitch. YouTube, j'aimerais énormément, mais tu le sais, je suis toute seule dans mon petit appart. Ça prend du temps. Ça prend du temps et puis les montages, je les fais moi-même. Je fais tout moi-même. Je suis complètement... Sauf émote, badge d'abonné. Sauf le truc que tu payes au niveau graphiste. Sinon, tout le reste est fait par mes soins. Donc, automatiquement,
j'ai un peu du mal à trouver tout ce temps entre ma société de service pour chiens, plus Twitch, plus mon CDI de femme de ménage. J'ai un peu du mal à trouver un peu ce temps pour pouvoir tout réaliser, mais on en parlait tout à l'heure. Les dernières fois où je me suis dit un jour machin nana, ça s'est produit. Par se réaliser, ouais. Donc peut-être que dans quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Niveau musique, je me dis peut-être que à terme, ça pourrait me permettre de faire des events avec d'autres streamers musique, pouvoir peut-être remettre un pied en studio, peut-être même, qui sait, de toute façon là j'ai atteint un set goal où il faut que je fasse un clip et un titre, une parodie en studio, l'enregistrement studio de ça, donc peut-être m'ouvrir un nouvel avenir dans la musique, qui sait. Via Twitch, tu vois, en parallèle. En plus, il y a le concours de Suisse Voice Tour en ce moment, donc à l'issue de ces votes, on saura si je vais en finale ou pas. Si je vais direct en finale et que par le plus grand des miracles, je la gagne, j'ai d'office un CD qui va sortir et un clip aussi, par une maison de production à Toulouse. Et voilà, en matière de gaming, à part essayer de trouver des... C'est aussi ça reste de nouveaux concepts sur certains jeux, dont le jeu phare de ma chaîne Pokémon Arceus. Et du coup, là, j'attends patiemment le prochain. On sait pas, parce que... si ça se trouve, ça va pas du tout être le même délire. J'ai peur, on verra bien, parce que évidemment que s'ils enlèvent tout le côté farm du 100% de tout ça, moi, je vais... Bien sûr. Parce que je sais que ça avait déplu à la communauté des Pokémon aussi, ce côté-là. Et pourtant, moi, c'est ça qui a fait... J'ai adoré ce jeu. C'était une dinguerie. Mais le côté farm du 100% du Dex parfait avait fortement déplu. Pour les Shiny Hunters, autant pour les strats, parce qu'il n'y avait pas de strats au final. Et du coup... des Shiny assez faciles à obtenir, dans le sens où le farm était beaucoup plus évident. Ouais, mais il était long pour avoir le charme chroma. Et c'est ça qui a été un peu critiqué par la communauté Pokémon, alors que moi, au final, quand ils ont fait une mage pour faciliter le farm, je me dis, vous êtes fous, moi j'adore ça, je la fais pas votre mage. Du coup, voilà. Donc, faut peut-être s'attendre à ce que le jeu change aussi, mais ça sera c'est bien, le changement. Un retour aussi. Ça sera un retour aux sources, on va dire, de ce jeu-là. Et aussi, toujours essayer de continuer de créer, d'innover, d'évoluer, d'amener la commu... Dans tout ce que je fais, ça serait... Bon, ça, c'est déjà un peu le cas. Mais continuer de faire ça et toujours créer et jamais m'épuiser. Parce que, mine de rien, essayer de jamais m'épuiser parce que, on s'épuise au bout d'un moment à faire tout ça aussi. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Et j'ai du mal, moi, à trouver cet équilibre-là et à décrocher du boulot. J'ai beaucoup de mal. Le travail, c'est... Je pense tête baissée. Je travaille vraiment beaucoup d'heures par semaine depuis toujours, parce que c'est un moyen pour moi peut-être d'échapper à une certaine réalité, d'éviter de me retrouver peut-être seule avec moi-même. Et le travail, je sais que c'est mon échappatoire, quoi. Bien sûr. Et en même temps, c'est aussi ce qui peut à un moment donné me faire... bien sûr, mais c'est dur quand t'aimes ça et que c'est ce que tu fais au quotidien. Et puis il y a la culpabilité quand tu travailles pas, tu vois, quand tu n'es pas actif sur quoi que ce soit. La culpabilité, c'est un des sentiments les plus durs à gérer, clairement, quand tu... Dans cette activité, en tout cas, je trouve que... Même au quotidien. Beaucoup de mal. Mais voilà, ce serait... En fait, continuer de faire évoluer les projets déjà qui sont en cours, les professionnaliser, en fait. Et peut-être du contenu YouTube, mais pour ça... j'aimerais au moins pouvoir avoir un monteur, quoi. Parce que j'ai plein d'idées de concepts YouTube. Tout à l'heure, on était en plein centre de Bruxelles et j'en ai trouvé une. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça en live ou sur YouTube, voilà. Même si c'est des trucs simples, tu vois, mais... Ouais, mais je sais que derrière, je vais vouloir un montage pro, quali, ça va me prendre des heures à faire. Et rien que ça me... Il y a des choses que tu peux pas faire tout seul, de toute façon. J'essaye. Ouais, t'essayes parce que tu... Mais du coup, je fais pas tout ce que je veux parce que je peux pas. En fait, juste je peux pas. Exact. On peut pas tout faire. On peut pas. Mais il n'y a pas encore assez de moyens pour pouvoir reprendre un monteur. Il n'y a pas encore... Voilà, donc automatiquement, on fait avec les moyens du bord. Et en plus, je sais que on m'a déjà posé la question, mais il va y avoir d'autres contenus YouTube, machin. Et ce genre de questions... Même si c'est de la simple curiosité, moi, c'est une question qui me fait des questions qui me font un peu culpabiliser. Est-ce qu'il y aura d'autres que des covers ou est-ce que tu vas faire autre chose? Parce que tu avais parlé une fois d'une vidéo. Mais oui, je sais, les gars. Mais
Dis-leur. Non, mais ils le savent, je leur dis assez souvent, mais j'ai envie de le répéter encore. Je sais, les gars, mais venez juste une journée pour voir à quel point c'est pas possible, en fait. Pour l'instant, du moins, c'est pas, ça veut pas dire que ça le sera pas. Ça veut juste dire que pour l'instant, dans la dynamique dans laquelle je suis, penser à faire en plus, parce qu'un jour on a parlé que je ferais probablement une vidéo, ça m'enlève des heures de sommeil ou ça m'enlève carrément des heures de repas. Donc j'ai plus le choix là. Sûr, hein. Là j'ai plus de temps complet pour moi. Ou alors c'est des heures de contenu Twitch en moins, tu vois, genre t'enlèves un live du soir mais c'est une vidéo YouTube, tu vois. Mais c'est pas qu'une vidéo, c'est une sorte de tournage. Donc après, t'as le montage, et la mia, et machin. Bien sûr, c'est pas que j'ai fait une vidéo. C'est pas que tourner une vidéo. Tu sors une vidéo de 10 minutes, ça t'a pris 10 minutes à faire. Non, une vidéo de 10 c'est pas ça, tu dois faire ton script avant. Tu dois la tourner, tu dois la monter. Derrière, tu dois prévoir la mia, prévoir la sortie, gna gna. Deux mia. Ah bon? C'est une nouvelle méta. C'est la nouvelle méta de 2 mignards. Oh, wow. Je suis loin de tout ça, moi. Je suis loin des algos. Et je le sais parce que les réseaux sociaux me font bien comprendre que je suis très loin d'avoir compris les algos. Mais bon, je continue quand même de poster. Ça ramène toujours... ça me fait avoir de la visibilité quand même. J'ai beaucoup de gens qui viennent TikTok, malgré le fait que mes vidéos ne font vraiment pas de vues sur TikTok. Mais malgré ça, il y en a quand même toujours qui découvrent les lives de temps en temps, qui viennent. C'est toujours ça. Moi, tu sais que le temps TikTok, que tu passes... Puis reviennent. J'en ai de plus en plus. C'est pas perdu, tu vois. Dans tous les cas, ça ne l'est pas. Parce que comme je dis, c'est quand même du contenu apporté à la commune. Que toi, t'es content les jours où je live pas, parce que je les poste les jours où je live pas. Comme ça, je me dis, le lundi, le mercredi, ils ont un TikTok et ils ont un petit contenu en plus d'un rappel d'un live qu'on vient de faire. Bien sûr, en plus. Et plus la vidéo YouTube en même temps aussi le lundi soir. Et du coup, la vidéo, la cover. Et du coup, je me dis, c'est plus pour la commu que je vais le faire pour l'instant parce que, ils ont ce petit truc. Aujourd'hui, il y a le TikTok qui sort parce que je live pas. Voilà, c'est un petit peu le petit. C'est un petit plus. Ouais, j'aime bien. Un petit plus qui, toi, te demande beaucoup de temps. Mais... Oui, un montage TikTok, déjà, le plus gros temps sur ça, c'est retrouver le passage que tu veux monter. Voilà, ça, c'est le pire. C'est retrouver dans toute ta rediff. C'est le plus long. Le passage que tu veux. Le dérush d'un live pour aller chercher des clips, c'est le plus pire. C'est vraiment long. Et en plus, il y a une fonctionnalité exprès pour pouvoir mettre des signets, mais tu parles. J'y ai pensé 12 milliards de fois, je ne l'ai toujours pas mis dans mon Stream Deck. Et même au moment où tu l'as dans ton Stream Deck, tu n'y penses pas. Non, encore un truc de plus sur la liste, la longue liste des trucs à faire. La petite to-do list des mini-trucs qui, au final, te prennent 10 heures de travail cumulé. Bien sûr. Mais en fait, Twitch, c'est ça. T'as jamais fini de créer, t'as jamais fini de t'améliorer, t'as jamais fini d'acheter du matériel, t'as jamais fini de vouloir évoluer, t'as jamais fini de vouloir toujours plus, en fait, un peu dans tout, en fait, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de commu, que ce soit en termes même de lien dans la commu. En fait, t'as un peu ce truc de quête à le prochain palier, c'est ça, tu vois. Le prochain truc, c'est ça. Et puis je pense que tant que tu cherches à évoluer, c'est que tu restes passionné parce que tu veux toujours faire mieux, donc c'est une bonne chose finalement. C'est pour ça que tu comptes pas tes heures. On serait pas en train de faire un tournage. Il est quelle heure là? En fait, tu vois ce que je veux dire? On serait pas. 2h30. 2h30 du mat, on serait pas après. Merci Francis. On le voit pas. Toujours derrière la caméra dans le monde. On le voit pas comme du boulot parce que mine de rien, on discute et tout. Bien sûr. Mais derrière, le plus gros du boulot sera fait par la prod du coup et le montage et tout. Mais c'est quand même pour dire déjà le temps que cette vidéo a pris à tourner. Sûr. Plus derrière, toi avant, parce que t'as les questions que tu m'as posées, qu'il fallait réfléchir, machin, tout ça. Réfléchir au plus derrière le montage, donc juste faut imaginer un peu quantité de travail pour une seule vidéo de 10-20 minutes. C'est dingo. Du tout. Mais je me vois encore dans le toujours vouloir faire plus, mais de toute façon ça c'est l'histoire un peu de ma vie, dans tous les cas. Et toujours vouloir faire plus et vouloir toujours apporter plus à la commu et les porter avec moi. Et comme je te disais tout à l'heure, je rêve de faire ces conseils canés en IRL, d'avoir des professionnels qui puissent me faire confiance, pouvoir aller faire des lives de chiens de traîneau, de chiens de troupeau, peut-être même un jour carrément aller en Laponie pour pouvoir faire les chiens de traîneau et ce genre de délire comme ça. Bien sûr. Et
aller dans des compétitions d'agility, des trucs comme ça, des compétitions à très très haut niveau d'agility, pouvoir présenter ça sur Twitch. Pousser le concept au plus loin possible, quoi. Exactement. Tant que j'aurai l'envie de le faire, j'essaierai de me donner les moyens pour. Et c'est vrai que quand t'es seul, tu vois la montagne là et tu te dis ouf, tu la vois la montagne? Ouais, mais bon, t'es déjà sur la colline, tu vois. Donc finalement, ça déjà réussi à la peine. Et avant, la montagne, elle paraissait encore plus haute. Exactement. Et j'ai déjà monté une petite partie, voilà. Donc, et après, quel sera le sommet de ma montagne à moi, ça? Je sais pas. Ça, je sais jamais. Il n'y a que moi qui... Bien sûr. Et je sais même pas. Je pourrais pas dire. Ça, l'avenir peut le dire. Voilà. Et Claire, merci. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté d'être la première interviewée de ce nouveau format que je sais pas encore comment il va s'appeler. On verra au montage. Le Kinterview avec un cas. Moi, je veux bien. Je vais essayer de trouver un cas. Je vais essayer de trouver un cas. Interview. Ça fait bizarre. Je vais réfléchir. Interview. Merci. Ça me fait plaisir d'immortaliser ça. D'immortaliser cette première rencontre IRL comme quoi Twitch. Ouais, ça mène loin. En tout cas, dans les relations humaines, ça peut mener carrément. loin. Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'au-delà de ça, au-delà du côté streamer et tout, il y a le côté humain. Bien sûr. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir immortaliser un peu cette rencontre avec quelque chose sur YouTube et qu'on regardera dans peut-être quelques années et on se dira c'était la première fois qu'on se voyait. Encore plus de cheveux blancs tous les deux. Souviens, je dormais là. Ouais, de ouf. Et on pourra, c'est cool de pouvoir garder une trace de ça et je suis contente, je suis honorée d'avoir pu être la première invitée de ce nouveau format. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Je crois que ça se terminera là-dessus. Allez, bisous, hein. Merci. Allez, salut. Ciao.